Bonsoir, bienvenue à l'Hôtel de Ville. Je suis Michel Gomez, le délégué de la mission cinéma qui fait partie de la direction des affaires culturelles de la mairie de Paris. Je suis en charge en partie effectivement de l'accueil des tournages. Donc je ne parlerai pas de Paris aujourd'hui, je jouerai simplement un rôle de modérateur. Je salue également les téléspectateurs de Public Sénat qui nous verront ou qui nous regarderont dans quelques jours. Pour commencer cette table ronde, je vais demander à la présidente du Centre national de la cinématographie et de l'image animée, Frédéric Bredin, de nous rejoindre pour introduire les enjeux de l'attractivité en matière de cinéma et d'audiovisuel. À vous, Frédéric. Merci, cher Michel. Merci à tous. Et je voudrais tout d'abord vous dire que je suis très heureuse de vous accueillir ici, dans ces très beaux locaux de la mairie de Paris, et je salue tous les élus et tous les représentants de la mairie qui sont là. Et je voudrais particulièrement, bien sûr, remercier Madame le maire, Madame la maire, Anne Hidalgo et Michel Gomez de leur accueil. Et merci d'avoir accepté que cette soirée, qui est organisée avec HEC, ait lieu dans un vrai décor de cinéma, puisque c'est ici qu'a été tournée, notamment, il y a beaucoup d'autres choses, mais la série « Ainsi soit-il ». Donc nous sommes dans un décor de séminaire, nous sommes dans un décor de Vatican, ce qui peut évidemment éclairer nos réflexions ce soir. Alors, ces salons ont été un plateau de tournage tout à fait magnifique, et ce n'est pas par hasard que la richesse de notre patrimoine en France fait partie des atouts, de nos atouts, et cela permet de situer la France au premier rang des destinations de tournage. Et c'est une des choses dont nous allons aussi parler ce soir. C'est un atout considérable qu'a la France par rapport à d'autres pays, mais les autres atouts de la France, ce sont d'abord un savoir-faire qui est unique, qui est reconnu dans le monde entier en matière d'animation, et je salue tous les représentants du secteur animation qui sont ici ce soir, en matière d'effets spéciaux numériques, en matière aussi de réalisation et de post-production. À côté de ce savoir-faire, il y a aussi les dispositifs fiscaux. Il faut être un petit peu plus terre-à-terre, en effet, au-delà de toutes les considérations qu'on peut avoir autour des talents et des œuvres, car il y a, non seulement en Europe, mais dans le monde entier, une concurrence terrible qui se livre autour des crédits d'impôt pour attirer les tournages dans tel ou tel pays, dans telle ou telle région. Ils sont, ces crédits d'impôt, tout à fait cruciaux si l'on veut maintenir un haut niveau d'activité économique et d'emploi dans notre pays. Et on le verra, cette concurrence globale, c'est une des choses que nous dira Benoît tout à l'heure, est de plus en plus vive, et chaque année, il faut que nous sachions adapter notre législation, notre fiscalité, notre système à cette concurrence qui est terrible. Alors, c'est un des points que nous allons discuter tous ensemble ce soir, c'est justement l'importance de ces dispositifs fiscaux comme levier en termes d'activité économique, comme levier en termes d'emploi, et comme levier donc pour notre tissu audiovisuel, cinématographique et audiovisuel, sachant que la France, c'est une chose qu'on ne dit pas assez, est aujourd'hui le premier secteur audiovisuel en Europe. Alors, pourquoi les crédits d'impôt sont-ils aussi importants, aussi puissants? Mais d'une part, parce qu'ils décident du nombre, si je puis dire, tout bêtement, de journées de tournage. Dans le secteur du cinéma, la part des jours de tournage qui sont réalisés en France a augmenté considérablement en passant depuis la création des crédits d'impôt, et il faut vraiment féliciter et remercier ceux qui en sont à l'origine dans les années 2004, et passé donc la part des jours de tournage est passée de 65% à 75%. Et dans l'audiovisuel, ça c'était pour le cinéma, dans l'audiovisuel, le mouvement de relocalisation
a été encore plus impressionnant puisqu'il est passé de 77% des jours de tournage à 94%. En termes d'emploi, ceci se traduit très concrètement, puisque évidemment la localisation a un effet immédiat sur l'emploi. Pour le cinéma, sur la période 2004-2012, les 8 ans qu'on a pu analyser de manière statistique, les effectifs totaux d'emploi, permanents et intermittents, ont connu une augmentation de près de 40%. Pour l'audiovisuel, dans la même période, c'est une augmentation de 27%. Bien sûr, on ne peut pas dire que tout est uniquement dû au crédit d'impôt. Il y a aussi les aides du CNC, il y a le développement des chaînes de télévision, il y a l'explosion aussi de la fréquentation des salles de cinéma, il y a la vitalité de l'offre de films française, mais il est indéniable que la mise en place des crédits d'impôt a été déterminante et qu'elle s'est traduite par une activité accrue en France et un enrichissement en termes de croissance et d'emploi. Alors, pour finir, je voudrais juste dire, en étant encore plus matérialiste, que le crédit d'impôt génère, on l'a vu, de l'activité, crée de l'emploi, mais en plus, il a le mérite d'avoir une incidence positive sur les recettes même de l'État. Si l'on regarde le crédit d'impôt cinéma, et vous allez bien sûr le détailler tout à l'heure, en 2013, les œuvres bénéficiant du crédit d'impôt ont représenté une somme de près de 500 millions d'euros. Pour 1 euro de crédit d'impôt versé, plus de 11 euros de dépenses ont été effectuées en France, sur notre territoire. Et donc, et ce sont les économistes qui l'expliquent et qui le démontrent, plus de 3 euros de recettes ont été perçues par l'État, donc 1 euro en termes de dépenses fiscales de crédit d'impôt, 3 euros de recettes fiscales pour l'État, fiscales et sociales, tout compris. Dans le secteur audiovisuel, le rapport est de 1 euro de crédit d'impôt, 13 euros de dépenses en France et donc de 4 euros de recettes pour l'État. En termes de jeux vidéo, pour 1 euro dépensé, l'État perçoit près de 2 euros. Et enfin, en ce qui concerne plus spécifiquement, pardon de ces chiffres, mais ils sont essentiels pour les débats que l'on va avoir, et essentiels bien évidemment pour les pouvoirs publics et aussi pour les parlementaires qui vont avoir à discuter de toutes ces questions, puisque nous sommes sur cette chaîne que nous regardons tous avec beaucoup de passion, puisqu'il s'agit bien de notre Parlement et de notre Sénat. Pour le crédit d'impôt international, eh bien, 1 euro permet de générer 3 euros de recettes pour l'État. Ce sont des chiffres qui sont peu connus et qui sont essentiels. Il ne s'agit pas seulement de relocaliser pour relocaliser, c'est une nécessité en termes économiques, c'est une nécessité en termes d'emploi, et c'est quelque chose qui a un impact très positif, en réalité, pour les finances de l'État. Il y a cet effet de levier. Si l'on regarde l'année 2013, pour le crédit d'impôt international, c'est particulièrement frappant. C'est 14 projets qui ont reçu l'agrément du crédit d'impôt international, 9 longs métrages de fiction, 2 séries audiovisuelles de fiction, 2 longs métrages d'animation, fabriqués notamment par vous, et il faut vous en féliciter, pour Universal, et une série audiovisuelle d'animation. 10 de ces projets venaient des États-Unis, de Russie, de Taïwan et de Grande-Bretagne. Il faut savoir que sur ces 14 projets, l'investissement
total en France a représenté environ 100 millions d'euros, ce qui représentait à peu près, et je parle sous le contrôle de tous les techniciens et représentants des techniciens qui sont dans la salle, une centaine de jours de tournage et 50 mois d'animation, ce qui est considérable. Sans le crédit d'impôt, il est probable, pas certain, mais il est probable qu'une grande partie de cette activité n'aurait pas eu lieu en France. Alors vous allez me dire, ça fait beaucoup de chiffres et c'est vrai que nous avons d'autres manières d'aborder ce sujet, même s'il est un peu technique que les chiffres, mais je voudrais tout de même vraiment rappeler le rôle essentiel du crédit d'impôt, à la fois comme un atout de la France, à côté de ses studios qui sont magnifiques, à côté de son vivier de compétences qui est reconnu dans le monde entier, à côté aussi, on le voit encore dans ce magnifique palais, de ses lieux de tournage, qu'ils soient patrimoine ou qu'ils soient lieux naturels. Et j'aimerais beaucoup que les réflexions que nous allons avoir ce soir permettent de porter haut et fort l'importance de ce sujet dans un débat qui est à la fois artistique et économique et nous permettent d'avancer et également de combattre à armes égales, je dirais, avec nos partenaires européens, qui sont souvent des concurrents, il ne faut pas le nier, et avec les autres pays du monde entier, puisque le Canada n'est pas le dernier à être efficace en la matière. Merci à tous ceux qui ont accepté d'être dans cette table ronde. Merci d'être là parmi nous, et je vous remercie et très bon débat. Merci. Je vais vous présenter nos panélistes, en commençant par ma gauche, par Grégory Fass, Rhône-Alpes Cinéma, donc des activités à la fois de commission du film, de coproduction, mais aussi de studio. Élément important dans notre paysage, hein, l'échelon entre guillemets régional, local, on va dire, et il sera important d'analyser sa complémentarité avec les autres dispositifs. Marc Dupont-Avis, qui est aujourd'hui présent à double titre, hein, en tant que dirigeant d'une entreprise d'animation, à la fois cinéma et télévision, et en même temps producteur du syndicat français des producteurs de films d'animation. Thomas Paris, un peu de hauteur de vue, avec un économiste d'HEC, chercheur au CNRS, qui essaiera, je pense, de positionner à un niveau plus macroéconomique les dimensions d'attractivité de l'économie française en la matière. Raphaël Benoliel, producteur exécutif First Step, entreprise entre guillemets qui vient accompagner en France des productions étrangères, en particulier américaines, et avec lequel je pense, pour des raisons que je ne développerai pas, nous allons passer beaucoup de temps à Paris dans quelques semaines. Et enfin Benoît Dana, directeur des études au CNC, qui nous fera tout à l'heure deux petites présentations pour nous remettre les choses au clair. On va essayer de structurer le débat de manière à pouvoir avoir du temps à la fin pour qu'effectivement vous puissiez poser des questions, vous exprimer. Et donc je vais commencer entre guillemets ce premier tour de table par Thomas Paris, en lui posant la question suivante. On a bien le sentiment dans le titre, hein, paysage, savoir-faire, crédit d'impôt, on a bien le sentiment qu'on a affaire à quelque chose d'un peu multidimensionnel, et on a aussi le sentiment, en regardant ce qui s'est passé cet été, avec l'augmentation du crédit d'impôt de manière conséquente à Hollywood, ou l'absence de tels dispositifs dans d'autres pays européens, qui malgré des paysages et des compétences ont perdu toute attractivité, on a bien l'impression qu'il y a à chaque fois en la matière à créer une complémentarité entre ces trois dimensions. Donc quelle approche vous avez de cette problématique de l'attractivité en matière cinématographique et audiovisuelle? À vous. Bien, bonsoir, merci de m'avoir convié à cette table ronde. Donc au titre d'HEC, et notamment la formation que je dirige, qui s'appelle Média Art Création, est très heureuse d'être associée à cet événement, parce que la question du rôle des pouvoirs publics dans la dynamisation d'un territoire est une question qu'on suit de très près dans la formation. Alors pour répondre, je vais effectivement essayer de prendre un petit peu de hauteur, et simplement pour dire que le contexte dans lequel tout ça s'inscrit, c'est le contexte de ce qu'on appelle depuis un certain nombre d'années maintenant l'économie de la connaissance. Et derrière cette notion-là, il y a un chapelet de termes qui va avec, et dans lesquels on place l'attractivité, mais aussi la notion d'industrie, de la création, industrie créative, la notion de territoire créatif, ou encore la notion de classe créative.
Et l'idée de cette économie de la connaissance, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, on vit à une époque où la croissance et le dynamisme économique n'est plus porté par les grandes entreprises, mais porté de plus en plus par des écosystèmes dans lesquels les pouvoirs publics ont un rôle d'animation. C'est-à-dire que le territoire devient d'une certaine manière le pendant de la grande entreprise, comme détenteur d'un certain nombre de ressources qu'on va mobiliser pour développer des projets. Alors, dans ce contexte-là, je vais être rapide, hein, une des choses qu'on constate, que des économistes ont constaté depuis un certain nombre de temps maintenant, c'est la mobilité des ressources, et notamment ce que certains appellent la classe créative, et qui joue un rôle prépondérant dans les secteurs du cinéma et les autres secteurs des industries créatives. Et le deuxième élément qu'on constate, c'est l'effet de masse critique. C'est-à-dire que le dynamisme créatif fonctionne d'autant plus qu'il y a un regroupement de compétences sur un territoire donné. Alors, dans ce contexte-là, les logiques d'attractivité aujourd'hui répondent finalement à une dynamique dans laquelle, effectivement, comme l'a souligné Frédéric Bredin, la concurrence est extrêmement importante. C'est-à-dire que pour attirer ces ressources-là, qu'il s'agisse de personnel, mais aussi de tournage, les territoires, donc à différents niveaux d'intervention, mobilisent pas mal de dispositifs. Et force est de constater aujourd'hui que l'attractivité de la France, qui reposait beaucoup sur son patrimoine, sur son savoir-faire, ne suffit plus aujourd'hui face à ces logiques extrêmement compétitives et concurrentielles qui sont mises en place. Donc je crois qu'il faut concevoir le crédit d'impôt comme un dispositif qui rentre dans ce cadre-là, dans le cadre d'une compétition internationale extrêmement féroce, et dans cette logique plus globale d'économie de la connaissance. Merci beaucoup. Je pense qu'on reviendra sur un point qui vient d'être abordé, qui est celui de taille critique ou d'effet critique, hein, qui est sans doute l'élément qui permet de bien comprendre la complémentarité entre, par exemple, des dispositifs de crédit d'impôt national et de crédit d'impôt international, et de complémentarité entre des dispositifs nationaux et des dispositifs plus régionaux, ce qui me permet de passer la parole à Grégory Fass de Rhône-Alpes Cinéma. Merci, bonsoir. J'ai bien compris que j'étais le volet paysage de la démonstration, donc je vais pas vous faire le Rhône-Alpes, vous imaginez bien, je pourrais vous parler des Alpes, vous dire que les Alpes sont particulièrement attractives, mais je pense pas que ce soit totalement le débat ce soir. Bon, ce qui n'empêche que c'est quand même un peu le pied, je vous cache pas, de pouvoir dans les salons de l'hôtel de ville de la ville de Paris, pouvoir dire qu'on a plein de tournages en ce moment, notamment Belle et Sébastien, Les Revenants, enfin voilà. Donc, je crois que je suis là aussi pour dire que ça fonctionne plutôt pas mal. On manque pas d'activité dans la région. On doit avoir à peu près, je pense en ce moment, une quinzaine de tournages. Ce que je voudrais dire quand même, deux choses. Évidemment, là, on a un niveau d'ensemble macroéconomique, certainement international. Il faut imaginer qu'à l'échelon d'une région, en gros, Rhône-Alpes, c'est 10% de la France, mais de toutes les régions de France, l'impact que peut avoir cette activité du cinéma, de l'audiovisuel en termes de développement économique, pas seulement culturel, est absolument considérable. Voilà. Alors évidemment, je pense qu'on est plutôt convaincus autour de la table. On aura certainement, je pense, tendance tous à dire c'est formidable, mais on veut encore plus. Mais je pense qu'il faut essayer ce soir de dépasser un tout petit peu ça, d'essayer de comprendre pourquoi on a besoin du crédit d'impôt, ce que vous avez très bien exposé, je pense, au départ, et comment on peut faire pour rester à peu près compétitif dans un marché, en effet, extrêmement difficile. Je voudrais dire deux choses. En ce qui concerne les régions et l'État, ça fait déjà plus de 20 ans que ça s'est très sérieusement structuré, c'est-à-dire qu'il y a une vraie collaboration, autant le dire, des bureaux d'accueil qui sont mis en place dans toutes les régions de France, des fonds régionaux qui sont en général couplés avec ces commissions du film ou ces bureaux d'accueil. Et donc, je pense que là, le maillage territorial, comme on dit dans notre jargon, est quand même solide. Et il y a une vraie collaboration assez efficace. On peut toujours faire mieux, encore une fois, mais entre les différents échelons du territoire, certaines villes aussi, certains départements qui sont mouillés dans l'affaire, et tout ça quand même bien organisé autour du réseau Film France, qui est un peu notre point de rencontre, même s'il est à Paris lui aussi, de tous ces territoires. Donc ça, c'est plutôt bien organisé. Ce que je voudrais dire aussi, c'est une expérience de ma propre expérience en tant qu'aussi gestionnaire d'un fonds
qui investit dans des films de long métrage depuis plus de 20 ans, le monde a quand même beaucoup changé en la matière. Et ça, c'est probablement ce qui nous réunit beaucoup ce soir sur le crédit d'impôt. Pourquoi on a besoin de crédit d'impôt? C'est que il y a 20 ans, quand on faisait un film, on passait 3 coups de fil, on avait, je sais pas, une chaîne de télévision qui investissait, un distributeur qui vous suivait, qui mettait un minimum garanti dans un film. Ça, c'est ce qu'on appelle des fonds qui ne sont pas territorialisants. C'est un mot extrêmement important dans notre jargon, mais qu'il faut bien comprendre. Aujourd'hui, la grande différence avec il y a 20 ans, c'est que la plupart des fonds sont devenus territorialisants. C'est-à-dire que la condition d'intervention des fonds de soutien nationaux, régionaux, tout ce qu'on veut, la plupart, et donc les crédits d'impôt, c'est de localiser sur un territoire donné. Et ça, c'était la grande nouveauté, il a fallu s'adapter. Ça veut dire, au-delà même de la discussion sur la question de l'argent, c'est aussi comment on rentre dans une ingénierie financière, juridique et financière extrêmement complexe aujourd'hui pour faire en sorte qu'un film puisse simplement se faire et se financer. Voilà. Et cette condition de territorialisation, elle est à tous les niveaux, y compris d'ailleurs au niveau de l'emploi. Voilà, voilà. Donc ça, je pense que ça doit faire partie du débat. Puisque tu ne voulais pas qu'on parle que de paysage, je vais passer la parole à Marc Dupontavis, puisqu'on va parler d'animation, puisque là on peut créer tous les paysages que l'on souhaite. Et je voulais simplement te demander, par rapport au sujet qu'on évoque ici, quelles sont les spécificités de l'animation, que ce soit en cinéma ou en audiovisuel, parce qu'on voit bien aujourd'hui que cette économie un peu dématérialisée permet en particulier de brouiller les frontières et d'avoir des schémas de production qui bougent d'un pays à l'autre. Donc comment effectivement positionner le cinéma et l'audiovisuel en animation dans cette dimension d'attractivité? Je crois que le risque et l'enjeu autour de l'animation, c'est effectivement la vitesse avec laquelle et à la fois les outils et les savoir-faire se sont dématérialisés. C'est-à-dire que la territorialisation en matière d'animation est probablement la chose la plus complexe à mettre en œuvre. Alors, elle bénéficie évidemment de certains avantages exogènes qui ne sont pas liés qu'au coût, qui sont liés au savoir-faire en termes de formation, qui sont très importants et qui sont une des raisons pour lesquelles la France réussit en la matière. Mais cette formation, elle s'adresse à des gens très jeunes. C'est la force et pas la faiblesse, mais la difficulté du métier de l'animation, c'est que ce sont essentiellement des emplois très jeunes. Il faut savoir que 75% des techniciens et des artistes qui œuvrent dans l'animation ont moins de 40 ans et près de 40% ont moins de 30 ans. Ce sont non seulement des emplois jeunes, mais ce sont des emplois extraordinairement qualifiés. L'immense majorité des techniciens et des artistes qui travaillent dans notre métier sont des gens qui ont un niveau de bac plus 5, donc ce sont des techniciens de très très haut niveau, qui sont remarquablement formés en France, mais qui sont, pour cette raison, très attractifs pour les territoires, parce que ils ont des salaires très élevés, ce sont donc des consommateurs. Donc de ce point de vue-là, ça joue un rôle assez important, et donc l'ensemble des territoires dans le monde sont à la recherche de ce type de population. Mais comme ils sont jeunes, ce sont aussi des personnels extraordinairement mobiles. Et c'est souvent, on attire souvent l'attention là-dessus. On a la chance en France d'avoir probablement là où l'une des formations les plus abondantes en matière de jeunes techniciens. Et ces gens-là sont très mobiles. Et comme tout est dématérialisé, une grande partie d'entre eux sont capables de se délocaliser dans le mauvais sens extraordinairement facilement. Une autre des raisons qui rend ce métier très attractif, c'est que c'est une industrie très structurante sur le plan industriel. Pour deux raisons. La première, c'est que les durées d'engagement dans le domaine de l'animation sont très longues. Sur un long métrage, un film de fiction, ça peut varier de 1 mois et demi à 4 mois. Sur un film d'animation, ça peut varier de 10 mois, parfois 2 ans, parfois même beaucoup plus que ça. Donc c'est des durées d'engagement très longues, c'est structurant pour l'emploi. Et surtout, c'est structurant en termes de savoir-faire et d'entreprise, puisque ce ne sont pas des entreprises. Les entreprises de production d'animation sont très différentes de leurs consoeurs de la fiction, puisque ce sont des vrais studios, avec des véritables savoir-faire, avec des outils de formation interne. Et les grands studios d'animation gèrent eux-mêmes aussi la formation à l'intérieur, engagent des jeunes qui sortent des écoles, les forment, créent tout un système et ont intérêt, eux, à garder ces savoir-faire et à les pérenniser. Donc il y a quelque chose de très structurant de ce point de vue-là. Au-delà de l'emploi, l'enjeu il est stratégique pour l'industrie française sur le plan à la fois patrimonial et industriel.
D'abord parce qu'il permet de conquérir avec succès des parts de marché intérieures. C'est assez spectaculaire et j'aime bien le rappeler. La France partage avec le Japon et les États-Unis l'honneur d'être le seul territoire dont les programmes domestiques sont majoritaires sur leur diffusion à long terme. Il n'y a aucun autre territoire dans le monde, à part les États-Unis, le Japon et la France, où les programmes que l'on produit à l'intérieur de nos frontières sont majoritaires en diffusion, et c'est assez remarquable. Par ailleurs, c'est effectivement l'industrie qui a une capacité d'exportation remarquable. Je rappelle toujours qu'en dessous de l'âge de 10 ans, les enfants ne développent pas de frontières culturelles. Donc un dessin animé, quand il est réussi, il s'exporte sans hésitation dans le monde entier. Il suffit pour cela d'en voir les résultats de l'animation française, puisque le volume de l'export de l'animation française représente 125% de l'apport des diffuseurs français. C'est, je crois, le seul secteur de l'audiovisuel qui est capable d'avoir un ratio aussi remarquable. Et enfin, c'est une valeur patrimoniale à long terme. Quand il y a des studios français qui, de façon pérenne, investissent dans l'animation, ils créent des catalogues. Comme ce sont des programmes qui ont une durée de vie très très longue, ils vont continuer à nourrir non seulement les chaînes de télévision, mais nourrir en revenus qui va leur permettre de réinvestir dans les programmes et de créer de cette façon un véritable cercle vertueux à long terme entre l'emploi, la croissance et l'export. Merci. Raphaël Benoliel, quel est le premier sentiment que vous livrent, entre guillemets, nos amis américains avec lesquels vous travaillez souvent lorsque vous leur parlez paysage, savoir-faire, crédit d'impôt en France? Bonsoir. Premier sentiment, déjà, quand ils viennent, c'est essentiellement pour ce qui est de la fiction. C'est déjà par rapport à un script et à des décors que l'on peut trouver en France. Et là, en effet, notre attractivité est importante. Bien évidemment aussi nos techniciens. Mais après, tout de suite, on rentre dans le concret des chiffres. Et sans crédit d'impôt, on peut dire qu'ils ne viendraient pas tourner ici ou simplement pour venir faire une vignette sur la Tour Eiffel ou un décor particulier qu'on ne pourrait pas trouver ailleurs. Sur les Alpes. Exactement, les Alpes. J'y ai tourné il n'y a pas longtemps, donc je peux en parler, il n'y a pas de problème. Voilà, mais alors, il n'y a aucun problème sur la compétence des techniciens, sur les industries techniques et les outils que l'on a aujourd'hui. Mais après, c'est très rapidement une question de chiffres et de savoir est-ce qu'on est concurrentiel par rapport à un autre pays. Voilà. C'est le premier sentiment, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, sans l'existence du crédit d'impôt, les directeurs financiers de studios américains n'avaient pas la France sur leur carte géographique. Et depuis, on fait partie d'autres pays, on a un petit drapeau, et donc on est interrogé au même titre que d'autres pays européens et dans le monde. Merci beaucoup pour cette magnifique transition, puisque désormais Benoît Danard va nous présenter, nous rappeler en quelques mots ce que c'est que le crédit d'impôt, et en même temps nous présenter un rapide benchmark, comme on dit en France, avec quelques pays, souvent, entre guillemets, je dirais à la fois peut-être plus attractifs, mais souvent beaucoup plus souples. Voilà. À vous, Benoît. Merci. Bonsoir. Donc tout d'abord, comment fonctionnent les crédits d'impôt? Alors on ne va pas rentrer dans le détail des fonctionnements parce que ce sont des mécanismes fiscaux, donc la fiscalité est toujours un peu obscure. Mais pour autant, on a cette chance-là d'avoir des dispositifs qui sont relativement transparents dans leur fonctionnement. Alors peut-être pourquoi y a-t-il ces crédits d'impôt? Il y a deux sphères de raisons. Tout d'abord, comme l'a évoqué Frédéric Brodin tout à l'heure, il y a un contexte international et une concurrence internationale très forte, soit parce qu'il existait avant la création des dispositifs en France déjà des crédits d'impôt à l'étranger. Par ailleurs, vous le savez tous, il y a des pays en Europe qui ont des coûts de main-d'œuvre et aussi, il faut le dire, parfois des infrastructures de production qui sont de qualité. Donc il y a des questions de coût du travail qui, dans certains pays d'Europe centrale ou orientale, sont inférieurs aux nôtres. Et puis il y a aussi un contexte d'exportation très fort international, donc une concurrence internationale. Et puis par ailleurs, on le sait aussi en France, un contexte difficile pour le financement de la production audiovisuelle et cinématographique, avec des chaînes qui réduisent leurs investissements dans la production audiovisuelle ou qui concentrent plus leurs investissements dans certaines œuvres, et puis des sociétés de production qui ont parfois des difficultés de fonds propres. Donc, résultat des courses, qu'est-ce qu'on observait avant la mise en œuvre des crédits d'impôt en France? Des phénomènes de délocalisation
de tournage, de délocalisation de la production française à l'étranger, voire de la délocalisation aussi au niveau de la post-production, et puis aussi des difficultés pour accueillir et faire venir des tournages étrangers en France. Donc, faisant ce constat, les pouvoirs publics ont mis en place plusieurs crédits d'impôt, on va les passer en revue, afin d'inciter les productions à se réaliser en France, réaliser le tournage, la post-production, de manière à créer de l'emploi au niveau de la filière technique, et de manière aussi à donner de l'activité à nos industries techniques, et puis également à soutenir la diversité de la création, parce que les crédits d'impôt peuvent être utilisés pour tout type de film, quel qu'il soit, et donc cela a soutien et une forme de soutien également à la diversité de la création, et même pour des œuvres qui s'inscrivent de manière plus difficile en termes de financement. Alors, on va commencer par le plus ancien des crédits d'impôt, le crédit d'impôt cinéma. Alors, si vous ne voyez pas tout, vous avez très saine lecture dans vos petites pochettes, hein. Tout est écrit, vous pourrez bien entendu comment dirais-je, utiliser ces données. Oui, je ne l'ai pas précisé en introduction, pardon. Ces travaux que je vous présente sont issus de 2 études commandées par le CNC, une qui a été faite par Ernst & Young sur l'impact des crédits d'impôt en France, et une seconde par AMAC Conseil, qui est une étude de comparaison des dispositifs dans un certain nombre de pays. Donc je fais la synthèse des 250 pages qui sont publiées ce soir sur notre site. Alors, c'est un exercice toujours un petit peu compliqué, on va faire simple. Le crédit d'impôt au cinéma créé en 2004, il bénéficie aux producteurs délégués, à des films qui vont être agréés par le CNC, qui vont se tourner quasi exclusivement en France, de manière à relocaliser les dépenses, avec des conditions de langue de tournage également. Un crédit d'impôt de combien? De 20%. 20% sur quoi? Sur les dépenses éligibles. C'est quoi les dépenses éligibles? Ce sont pour l'essentiel les dépenses de rémunération des auteurs, des artistes interprètes et des techniciens, et puis des frais liés au tournage, et ainsi que de la post-production, des dépenses de transport, de restauration et d'hébergement. Avec un plafond qui aujourd'hui est de 4 millions d'euros par film. Alors il y a eu des évolutions, les dernières sont intervenues en 2013, avec un élargissement de certaines dépenses éligibles et un plafond qui a été rehaussé, qui est passé de 1 à 4 millions d'euros. Pour ce qui concerne l'audiovisuel, c'est un petit peu plus récent, ça a été mis en place en 2005, avec là aussi, au bénéfice des producteurs délégués, un taux identique de 20%, des dépenses éligibles qui couvrent également les dépenses de rémunération des personnels auteurs et techniciens, avec certaines spécificités liées à l'audiovisuel. Je pense par exemple à l'intégration récente de l'acquisition des images d'archives qui sont incorporées dans les documentaires audiovisuels. Voilà, désormais les crédits d'impôt audiovisuels intègrent peut prendre en compte ce type de dépenses, puis avec un plafond un petit peu différent de coût, enfin de montant par minute de production, avec là aussi des œuvres qui sont des œuvres éligibles au fonds de soutien du CNC, mais des œuvres qui bénéficient d'un minimum d'investissement et qui ont des durées aussi minimales. Donc c'est une partie des œuvres aidées par le CNC qui peuvent bénéficier du crédit d'impôt audiovisuel, qui concerne la fiction, l'animation et le documentaire. Le crédit d'impôt international, créé en 2009, il s'agit d'attirer des tournages étrangers en France. Donc là, il va bénéficier au producteur exécutif qui va travailler pour un producteur étranger. Et donc c'est ce producteur exécutif qui va bénéficier du crédit d'impôt, là aussi avec un taux de 20% sur les dépenses qu'il a engagées en France, avec un plafond qui est, vous le voyez, beaucoup plus élevé, mais parce que là, l'idée, c'est d'attirer des tournages d'envergure en France, hein, avec un minimum d'investissement en France, et pour une durée de tournage minimale. Donc là, l'idée, c'est vraiment de recréer de la compétitivité pour les industries techniques et les producteurs exécutifs français par rapport à une concurrence étrangère, des dispositifs qui existent à l'étranger. Et puis enfin, le crédit d'impôt jeux vidéo, qui lui a été créé en 2008, avec là aussi un taux de 20%, un plafond de 3 millions d'euros par entreprise. Bon, un mode de fonctionnement un petit peu différent parce qu'on est dans des dispositifs qui s'adressent dans un univers un petit peu particulier, un peu différent. Alors, qu'en est-il d'une comparaison internationale? En réalité, quand on regarde
si on prend les crédits d'impôt audiovisuel et cinéma sur des années comparables, qu'est-ce que l'on observe? On voit qu'en France, on est dans la moyenne, mais qu'il y a des pays qui ont des investissements sous forme de crédit d'impôt beaucoup plus élevés. Vous le voyez, le Canada, on est à 271 millions d'euros contre une centaine de millions en France. La Belgique, on est au même niveau, mais la Belgique est un pays beaucoup plus petit. Et puis on voit que le Royaume-Uni se détache aussi avec des dispositifs de crédit d'impôt beaucoup plus importants en termes financiers, vous le voyez, à 256 millions d'euros. Et l'Irlande, pays beaucoup plus petit aussi que la France, avec des dispositifs financièrement équivalents à ceux qu'on peut observer en France. Alors, je ne vais pas passer en revue une comparaison exhaustive de tous les critères, mais si on regarde quelques axes simples de comparaison, avec des petites cartes, et du rouge et du vert pour on est plus ou on est moins que. D'abord le taux. Quelle est l'intensité du crédit d'impôt si on le regarde dans le cinéma pour un film? En France, en moyenne, le crédit d'impôt sur un film de cinéma, ça représente à peu près 8%, c'est pas à peu près, c'est 7,9% précisément, du coût d'un film. En réalité, c'est l'intensité la plus basse. Quand on regarde ce qui se passe en Belgique, on va être à une intensité de l'ordre de 19%, c'est-à-dire que le crédit d'impôt belge représente 19% du coût d'un film belge. Au Canada, on est autour de 27%. En Irlande, on est à 11,4%. Et en Allemagne, on est à 12,2%. Donc on voit que dans des pays, je dirais, proches de la France ou plus éloignés, l'intensité de crédit d'impôt peut être plus forte, et souvent plus forte, sur les longs métrages de cinéma. En termes de dépenses éligibles, c'est-à-dire de dépenses qui sont prises en compte dans le calcul des crédits d'impôt, on ne va pas rentrer dans l'analyse détaillée non plus, mais au global, à l'exception peut-être du Canada qui a une approche un petit peu plus restrictive en termes de périmètre des dépenses éligibles, les autres pays qui ont été examinés dans le cadre de cette étude ont en général des dépenses éligibles qui sont beaucoup plus larges que celles prises en compte dans le dispositif de crédit d'impôt français national, crédit d'impôt audiovisuel ou crédit d'impôt cinéma, soit des dépenses éligibles plus en amont ou en aval. Voilà, donc un périmètre un petit peu plus large. Le taux de crédit d'impôt, là ça va dépendre des pays. En France, on le disait, il est de 20% dans le cinéma et dans l'audiovisuel, sauf pour les films de moins de 4 millions où là on a un taux un petit peu plus élevé. Vous le voyez, en Belgique il est supérieur, au Canada il est supérieur, en Hongrie il est supérieur, en Irlande également. En Allemagne et en Angleterre, on est sur des taux relativement comparables. Donc, selon les pays, parfois on est au même niveau de taux de crédit d'impôt, mais sur des dépenses qui sont souvent plus larges. Et puis parfois, quand même, il y a 4 pays qui ont des taux de crédit d'impôt plus élevés, donc à l'arrivée, une intensité plus forte. Et puis enfin, les plafonds. Lorsqu'il y a parfois, il n'y a pas de plafond. Parfois, comme en Hongrie, ça va être un taux, donc un taux de 50%, voilà, mais il n'y a pas forcément de plafond. Le plus souvent, on voit que les plafonds, vous le voyez, la plupart des pays ont des plafonds supérieurs à ceux qu'on observe en France. Alors parfois, c'est des mélanges de taux, mais avec des plafonds qui peuvent monter, comme vous le voyez en Irlande, jusqu'à 50 millions d'euros. Et au Royaume-Uni, c'est pareil, on n'a pas de plafond en valeur absolue, on a juste un taux. Alors, on va avoir un taux donc là aussi, quand des grosses productions américaines notamment se font en Grande-Bretagne, eh bien c'est X% de ces dépenses, il n'y a pas de plafond. Voilà, petit rapide résumé de ce que vous trouverez dans ces très très bonnes études. Voilà, puis vous avez tout là-dedans et on se revoit tout à l'heure. Merci beaucoup. Je voudrais juste souligner un point dans l'étude de benchmark qui a été faite, c'est que souvent dans d'autres pays, on trouve des dispositifs d'attractivité qui sont beaucoup plus simples que les nôtres, dans lesquels effectivement il n'y aura pas par exemple de distinction entre cinéma et audiovisuel, il n'y aura pas de distinction entre national et international, et il faut, je crois, bien souligner que si on a un système aussi sophistiqué, c'est qu'il traduit la spécificité de notre système. La séparation au sein du CNC entre le cinéma et l'audiovisuel est importante. Dans les critères, l'importance de la langue. Donc tous ces éléments-là font qu'on a un système qui est naturellement plus sophistiqué, car il épouse les contours de notre système de régulation. Mais je voudrais passer la parole à Raphaël Benoliel, puisque là, effectivement, sans qu'il nous sorte le tableau Excel des tableaux d'attractivité que peuvent avoir ses interlocuteurs, on voit bien, au travers du benchmark que vient de nous présenter Benoît,
qu'on a des pays qui sont sur ce seul élément-là. Hein. Donc je vous rappelle qu'on a plutôt une approche qui est multidimensionnelle, mais qui, sur ce seul élément-là, sont plus attractifs que nous. Est-ce que, effectivement, dans l'approche que vous avez dans vos relations avec des productions étrangères, et en particulier américaines, quel est le poids de ce critère-là? Et est-ce que les différences sont perçues comme marginales ou au contraire très importantes? Non, c'est important. Pour parler du plafond, déjà, bon, ça c'est pas trop grave parce que on pourrait monter le plafond à 100 millions, on ne l'atteindrait jamais. Donc, c'est pas ce qui est le plus important. En revanche, la concurrence, elle arrive réellement sur l'éligibilité des dépenses. Et surtout, enfin, je parle des pays qui sont pour moi les plus concurrents, à savoir l'Angleterre et l'Allemagne, où ce qu'on appelle, nous, le above the line, donc la partie artistique, n'est pas vraiment prise en compte en France. Et on perd souvent des films par rapport à cette partie-là. J'en ai encore perdu un il n'y a pas si longtemps. Et pour parler d'un film qui s'appelle Les Misérables, c'est un peu dommage qu'il ne soit pas vraiment tourné en France. Le réalisateur tenait absolument à faire ce film en France et on n'a pas pu, et pourtant on a vraiment travaillé dessus, simplement parce qu'on avait un delta sur la partie artistique de 2 millions qu'il fallait essayer de rattraper sur la partie production physique, et c'était juste impossible avec notre système. Donc voilà, et ça, ce phénomène-là, on le voit tous les jours. Et alors parfois, on arrive à gagner des productions, des films. Là, celui que je suis en train de faire et que nous allons tourner bientôt. Au départ, on devait tourner qu'une semaine ou deux en France. Pourtant, c'est un film qui s'appelle Bastille Day. Et puis, on en tournera 6 sur les 10. Donc ça, c'est plutôt un bon point pour nous. Mais bon, il y a d'autres facteurs qui sont entrés en compte à ce niveau. C'est sur ce projet. Mais on est tous les jours face à ce genre de problème sur la base de l'éligibilité et aussi sur le montant du crédit d'impôt, puisque notre concurrent principal, comment dire, qui est l'Angleterre, a à peu près le même niveau que nous. Mais bon, naturellement, les Américains vont aller en Angleterre parce qu'ils partagent la même langue. Donc, il faut être non seulement au niveau, mais même encore plus pour attirer ces productions en France. Voilà. Après, on pourrait rentrer dans le détail et citer un nombre d'exemples, mais je ne sais pas, je pourrais citer toutes les productions, mais voilà. Après, on perd aussi sur des plus petits projets qui sont entre 8 ou 12 millions de dollars. On a des concurrents comme la Croatie maintenant ou Budapest. Là, j'ai un film notamment qu'on devait faire qui devait se passer un road movie qui partait de Paris pour descendre dans le sud de la France et qui va se tourner entre Budapest et la Croatie. Voilà, simplement parce qu'on n'est pas concurrentiel sur le budget à la fin et le budget net, donc une fois que les crédits d'impôt sont rentrés en ligne de compte. Et je pense qu'avec, alors là, sur ce film-là, on a fait le calcul avec un crédit d'impôt à 30%, on pourrait ramener ce projet en France, par exemple. Donc après, c'est une série de cas concrets qu'on peut énumérer. Merci. On va parler un peu animation. Marc Dupont-Avis, quels sont vos principaux concurrents? Sans surprise, ceux qui ont développé je mets évidemment les États-Unis et le Japon à part, parce qu'ils ont une industrie domestique extrêmement puissante qui les rend très performants là-dessus. Mais indépendamment de ces deux pays-là, dans le reste du monde, c'est évidemment ceux qui ont développé la plus forte attractivité fiscale qui sont nos principaux concurrents. Alors, je voudrais élargir un peu le sujet au-delà de l'animation, parce que l'animation, c'est qu'une toute petite partie d'un savoir-faire qui est beaucoup plus large. Et prendre l'exemple du Canada, qui très habilement a investi non seulement l'animation, mais a investi les effets visuels, a investi le jeu vidéo, parce qu'il a parfaitement compris qu'il crée un tissu de savoir-faire dans un domaine totalement dématérialisé et qui pouvait rebondir très facilement en termes de talent d'une industrie à l'autre. La force du Canada, c'est d'aider les jeux vidéo, c'est d'aider les effets visuels, c'est d'aider l'animation et de faire en sorte que ces personnels puissent naviguer très bien d'un secteur à l'autre. Et c'est probablement là où nous, on est très faible en France, c'est que clairement, les effets visuels sont très mal aidés, le jeu vidéo l'est très peu, et l'animation, selon les secteurs, les peu également.
Donc le Canada a développé un savoir-faire et on peut vraiment il faut s'interroger sur les leçons à tirer de cette concurrence. Alors le Canada le fait avec des armes extrêmement massives, hein, très puissantes, puisque les taux de crédit d'impôt là-bas sont supérieurs à 40%, ce qui est gigantesque. Il y a un autre pays qui développe aujourd'hui des taux extrêmement importants, c'est l'Australie, hein, qui a bien l'intention de développer un secteur très puissant en la matière, qui développe aussi des taux autour de 40%. Voilà. Et l'Angleterre, évidemment, est extrêmement dynamique en matière d'effets visuels en particulier. Ils sont très puissants là-dessus. Or, ce sont des domaines d'excellence dans lesquels la France devrait parfaitement réussir. Si on réussit si bien dans l'animation, on doit le faire comme on l'a fait autrefois dans le jeu vidéo, et on doit le faire sans aucune espèce de problème dans les effets visuels. Voilà, donc en matière de concurrence internationale, on est soumis à une pression qui est très forte, et il n'en faut pas beaucoup, soit pour gagner, soit pour perdre. Les effets de levier sont considérables parce qu'on a la base de savoir-faire, on a la formation, on a les talents. Donc il ne faut pas grand-chose aujourd'hui pour gagner énormément, ou à l'inverse, pas grand-chose pour perdre beaucoup. Je pense qu'on reviendra tout à l'heure avec Thomas Paris sur ces problèmes d'efficacité marginale, qui n'est pas un problème anodin, mais je pense qu'on retrouve aussi, une fois de plus, hein, ce concept de taille critique, et l'exemple canadien qui est effectivement cette taille critique mutualisée entre plusieurs secteurs. On y reviendra parce qu'effectivement c'est un modèle très industriel qui semble performant. On va passer à l'Auvergne, non pardon, Rhône-Alpes, excusez-moi. Non, je ne relèverai pas. Il y a un très beau festival à Clermont-Ferrand. Puisqu'on mentionne justement la mutualisation, c'est vrai que là où on a certainement, je parlais tout à l'heure de l'articulation sur les bureaux d'accueil, enfin, qu'on a particulièrement bien réussi en France, le fait de se faire s'articuler la politique de l'État et la politique des régions. Ce qu'on a peut-être moins bien réussi, c'est justement la mutualisation des moyens. Je pense évidemment à des pays comme la Belgique, mais l'Allemagne notamment, qui ont peut-être mieux articulé leurs dispositifs nationaux, régionaux, internationaux. Ils sont très très forts pour ça. Et ça demande quand même de la souplesse, et on en manque certainement un petit peu. Je voudrais rebondir aussi sur le cas de l'Angleterre, parce que moi j'ai suivi pas mal aussi les discussions au niveau européen sur les enjeux de la réglementation, parce qu'il faut quand même en dire un mot. On est quand même contraint globalement par une réglementation extrêmement forte qui limite la concurrence, qui limite l'effet des aides sur le marché. Il faut le rappeler, c'est quand même l'élément peut-être central de toutes ces discussions. Et il faut rappeler également qu'au début des négociations sur cette nouvelle communication cinéma, comme on dit, l'enjeu c'était justement de limiter les effets des crédits d'impôt, limiter les effets au niveau européen de ce que l'Europe appelle la subsidy race, c'est-à-dire la concurrence entre les États membres qui fait qu'on veut toujours plus pour essayer de battre son voisin. Et ça a été un échec total. Et ce n'est pas le fait de la France, c'est-à-dire ce n'est pas la France qui en fait réclame plus. Curieusement, c'est l'Angleterre, c'est les pays qui sont peut-être les plus anti-aides, les plus anti-subventions et les plus, on va dire, libéraux de ce point de vue-là, qui ont été finalement, qui ont combattu le plus pour qu'on maintienne des systèmes de subsidy race. C'est quand même assez paradoxal, il faut le dire. Voilà. Donc je crois qu'il faut vraiment retenir, notamment on est tous convaincus que c'est très bien le crédit d'impôt. Il faut retenir que si on peut avoir plus ou mieux ou plus souple, tout le monde est d'accord évidemment pour ça, mais voilà, quand on dit compétition, c'est pas forcément nous qui menons le plus la compétition pour avoir plus. Voilà. Je vais passer la parole à Thomas Paris sur l'ensemble de ces sujets, peut-être sur votre vision de ce que vient d'évoquer Grégory. Savoir, alors, lorsqu'on parle de marché unique ou de marché unifié, on a un sentiment d'une fragmentation croissante. Pourquoi ? Parce que c'est les logiques de territoire et de localisation qui l'emportent. Quelle est votre vision de ce drôle de paradoxe ? Peut-être pour y répondre, je vais revenir sur l'exemple qu'a introduit Marc Dupont-Avis sur Montréal, qui est assez riche d'enseignements à plusieurs titres. Alors d'abord, moi j'ai participé à une étude, on s'était rencontrés à cette occasion-là, au moment de l'initiation du projet du Grand Paris, sur l'idée on va essayer de faire une cité de animation, jeux vidéo dans le nord de Paris. Et quand moi j'ai discuté avec les gens de chez Ubisoft, puisque Ubisoft est le grand traumatisme du jeu vidéo français, on me disait oui, très bien, combien ? C'est-à-dire que les autres critères, paysage et savoir-faire, passaient quand même
en retrait par rapport aux critères premiers qui étaient, on sort la calculette et on regarde combien ça va nous rapporter. Bon, il faut avoir en tête qu'à cette époque, on considérait que Paris avait la masse critique suffisante, c'est-à-dire que le savoir-faire est là, les paysages ne sont pas une question clé en matière de jeux vidéo. Mais voilà, premier point, c'était ça, la question, et la question qui a guidé l'implantation d'Ubisoft à Montréal était celle-là. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu plus finement cette dynamique d'implantation. Parce que Ubisoft s'est installé à Montréal alors qu'il devait s'installer en Asie. Enfin, ils avaient un projet de gros studio qu'ils ont installé à Montréal alors qu'ils devaient l'installer en Asie. Ça s'est fait sur une stratégie extrêmement offensive des pouvoirs publics locaux. Et ça s'est fait aussi parce qu'il y avait un terreau propice, c'est-à-dire que les compétences, les talents étaient là, parce que l'équivalent du CNC québécois avait travaillé depuis 40 ans autour de développement logiciel qui était assez précieux pour eux. Bon, il y avait quand même des prémices. Ce qui est intéressant, c'est la dynamique qui a suivi ça, c'est-à-dire qu'avec l'arrivée d'Ubisoft, on a eu une masse critique, et à partir de cette masse critique, des formations se sont développées, des entreprises ont essaimé, c'est-à-dire que des anciens d'Ubisoft sont partis créer, et il y a eu un développement quasiment émergent, presque spontané, d'entreprises à partir d'Ubisoft. C'est-à-dire que l'effet d'entraînement ici est un tout petit peu différent de celui qu'a rappelé Frédéric Bredin, enfin en tout cas va plus loin. C'est pas uniquement 1 euro investi qui rapporte en termes de fiscalité et de dépenses sur le territoire, mais ça amorce aussi une pompe qui va être un cercle vertueux. Voilà, et donc en ça, c'est intéressant peut-être de distinguer deux types d'attractivité. L'attractivité des projets, on fait venir ponctuellement un projet, un tournage qui va permettre de maintenir cette masse critique, ou l'attractivité des entreprises. Peut-être, Grégory, un petit mot sur cette dimension structurante qui dépasse le projet et qui, je pense, est importante. Oui, enfin, on a l'exemple notamment à Villeurbanne, mais c'est vrai qu'en quelques années, c'est-à-dire en moins de 5 ans, on a réussi, en capitalisant un petit peu justement à partir des projets sur cet effet structurant, à réunir sur plus de 30 000 mètres, maintenant bientôt 40 000 mètres carrés, plus d'une centaine d'entreprises. Donc ça va, en effet, ça peut aller extrêmement vite. Et avec des échanges, c'est-à-dire une consolidation entre les entreprises qui va en croissant. On a démarré en 2009 et là, on est sur des résultats mais bien supérieurs à ce qu'on imaginait. Je vous propose d'avoir la deuxième chanson de Benoît Danard, qui va là nous parler de retombées économiques de nos dispositifs d'attractivité. Voilà, le deuxième axe, c'est quels sont les impacts de ces crédits d'impôt? Alors c'est compliqué et complexe de les appréhender dans toutes les dimensions. Plusieurs dimensions ont été évoquées. Là, on va surtout s'intéresser aux dimensions de localisation de tournage, aux dimensions financières et aux dimensions en termes d'emploi. Alors, en commençant par le crédit d'impôt cinéma, comme l'a évoqué Frédéric Bredin en introduction, quand on observe l'évolution de la localisation des jours de tournage depuis la mise en œuvre du crédit d'impôt cinéma, qu'est-ce qu'on observe? On voit qu'avant, 65% des jours de tournage de films de fiction étaient réalisés en France. Et depuis que le crédit d'impôt cinéma a été mis en œuvre, on est au-delà de 70%, voire 75% en 2013. Donc on a eu un effet de relocalisation de tournage, très clairement, depuis la mise en œuvre du crédit d'impôt au cinéma. Ça a conduit à réduire le nombre de jours de tournage, à la fois en proportion mais aussi en valeur absolue, de jours de tournage à l'étranger. Clairement avant, et c'est pour ça qu'il y avait un problème et une tendance qu'on observait avant la mise en œuvre du crédit d'impôt cinéma, c'était on va tourner en Belgique, on va tourner au Luxembourg, et le Luxembourg est bien connu pour ses beaux paysages. Enfin, vous voyez, c'était vraiment des raisons purement financières. Donc il y a eu un effet de relocalisation des jours de tournage dans le cinéma, des jours de tournage en France. Alors qu'en est-il de l'emploi? Qu'est-ce qu'on observe sur la période eh bien on observe une forte progression de l'emploi dans la production cinématographique. Ça, ce sont des chiffres d'audience et de la commission Île-de-France. Et vous avez, sur la période, depuis la mise en œuvre du crédit d'impôt, une augmentation de 38% du nombre d'emplois. Alors, bien entendu, il y a un contexte
particulier. Il y a eu aussi une augmentation des investissements dans la production cinématographique française et une augmentation du nombre de films, mais pour autant on voit que l'emploi a progressé et on a aussi, chose intéressante, une progression de l'emploi permanent dans la production cinématographique, qui reste une petite part, mais qui a progressé. Et là, le crédit d'impôt a un effet structurant aussi par rapport aux fonds propres des entreprises, donc c'est un élément à souligner. Alors après, le cœur de l'étude réalisée par Ernst & Young consiste à évaluer l'impact des crédits d'impôt en termes de retombées fiscales pour l'État. Ça permet de répondre à la question, je sais combien ça me coûte, mais combien ça me rapporte de manière directe, indirecte et induite. Donc, la structure de dépenses d'un film se compose de 3 grandes catégories de dépenses, les dépenses de rémunération, les dépenses techniques et les dépenses de tournage. Avec, pour ce qui concerne les dépenses techniques et les dépenses de tournage, ce sont des dépenses qui vont être faites auprès d'entreprises, qui vont fournir des prestations de services ou qui vont fournir des moyens techniques. Et puis, il y a les autres types de dépenses qui vont être des dépenses de rémunération. Donc, sur les dépenses réalisées auprès d'entreprises, entre société et société, ça veut dire que les sociétés qui vont travailler avec des producteurs délégués et producteurs exécutifs notamment, ou les industries techniques, payent de la TVA, payent de l'impôt sur les sociétés. Et puis, au niveau des rémunérations, lorsque l'on rémunère quelqu'un, on paye des charges patronales. Par ailleurs, le salarié ou l'intermittent ou le technicien va recevoir un salaire sur lequel lui-même, sur sa fiche de paye, il y aura des cotisations salariales, et puis sur son revenu, il va payer un impôt sur le revenu. Donc quand on additionne, et c'est l'objet de l'exercice, c'est d'additionner toutes ces différentes recettes fiscales de différentes formes, que ce soit impôt sur les sociétés, TVA, cotisation patronale, cotisation sociale ou impôt sur le revenu, on va additionner toutes ces recettes fiscales induites pour l'État. Ça, c'est des méthodologies qui sont utilisées dans plein d'autres secteurs économiques quand on s'interroge sur les retombées fiscales pour l'État. C'est aussi des méthodologies qui sont utilisées sur le plan international. Les anglo-saxons, notamment, ont réalisé ce type d'études dans le secteur du cinéma ou dans plein d'autres secteurs. Donc, en réalité, je ne devrais pas le dire, mais c'est des méthodologies très classiques d'évaluation des retombées directes, induites et indirectes. Alors, qu'en est-il pour le cinéma? Si on prend l'exemple de 2013, l'ensemble des crédits d'impôt alloués à des films en 2013 représente 42 millions d'euros. Ces films qui en ont bénéficié ont dépensé en France près de 500 millions d'euros. Donc là, il y a pu avoir un phénomène de relocalisation de ces dépenses. Et ces dépenses ont généré des recettes fiscales et sociales, directes, indirectes et induites pour l'État, de 128 millions d'euros. Donc on a un solde qui est positif et qui conduit au résultat suivant. Lorsque l'État attribue 1 euro de crédit d'impôt dans le cinéma, dans la production cinématographique, cela va générer 11,60 € de dépenses en France pour 3,10 € de recettes pour l'État. Qu'en est-il du crédit d'impôt audiovisuel? Là aussi, quelle a été la conséquence sur la localisation des jours de la localisation de la production audiovisuelle française, plus particulièrement de fiction? Là aussi, on voit, alors ce qui est intéressant, c'est que dans cette courbe, on a aussi positionné le crédit d'impôt belge. Vous le voyez, le crédit d'impôt belge, on l'a vu, avait attiré la localisation de tournage de fiction en 2003, et puis à partir de 2005, on observe une relocalisation des jours de tournage audiovisuel, puisqu'on passe d'une zone qui est autour de 85-86% des jours de tournage réalisés en France à l'année dernière 94%. Donc là aussi, on voit qu'au global, il y a eu un effet de rapatriement des jours de tournage, avec une baisse aussi des jours de tournage à l'étranger en fiction. Si on regarde le même type d'indicateurs dans le secteur de l'animation audiovisuelle, là, le phénomène de relocalisation est encore plus marqué. Alors là, c'est carrément l'évolution des dépenses. Et on voit que l'industrie de l'animation française, grâce au crédit d'impôt, a pu relocaliser de la dépense en France. Vous le voyez, avant le crédit d'impôt audiovisuel,
on était à autour de 60% de localisation des dépenses en France. L'année dernière, on était à 74%. Donc là, il y a eu un vrai phénomène au profit des producteurs d'animation. Le crédit d'impôt audiovisuel leur a permis de leur relocaliser de la dépense en France. En termes d'évolution de l'emploi, sur la période, on voit aussi qu'on a une progression de l'emploi, particulièrement de l'emploi permanent. Et là aussi, c'est intéressant de le souligner, puisqu'on a une progression de 62% sur la période de l'emploi permanent, avec au global une progression de 25%. Alors là aussi, dans la production audiovisuelle, on le sait tous, le paysage a beaucoup évolué, mais pour autant, en parallèle de la mise en œuvre de ces crédits d'impôt, on voit qu'on a une progression de l'emploi plus forte que des investissements dans la production audiovisuelle soutenue par le CNC. Alors, qu'en est-il de l'impact? Toujours la même manière de calculer les choses. En 2013, dans le crédit d'impôt audiovisuel accordé représente 60 millions d'euros, pour des dépenses qui ont été réalisées en France de 782 millions d'euros, et pour des recettes in fine directes, indirectes et induites pour l'État de 220 millions d'euros, soit un solde là aussi positif de près de 159 millions d'euros. Ce qui veut dire que pour 1 euro de crédit d'impôt audiovisuel, cela a généré 12,90 euros de dépenses en France et 3,60 euros de recettes pour l'État. Le crédit d'impôt international, alors là, première question, quels sont les pays qui sont concernés par ce crédit d'impôt international? On voit qu'il y a deux grandes catégories de pays, deux zones qui en ont bénéficié, c'est-à-dire c'est des tournages américains ou anglais qui sont venus en France. Vous le voyez, ça représente les 3/4 des œuvres qui ont bénéficié de ce crédit d'impôt depuis qu'il a été mis en place en 2009. Mais on voit que les utilisateurs de ces crédits d'impôt, enfin les productions utilisatrices de ces crédits d'impôt proviennent de différents pays, sachant que bien entendu ce crédit d'impôt a bénéficié à des producteurs exécutifs français, établis en France. Mais cela leur permet concrètement de proposer des tarifs compétitifs par rapport à d'autres pays, tout simplement. Qu'est-ce que cela représente en termes d'emplois? Si on essaie de valoriser le nombre d'emplois qui ont travaillé sur ces productions chaque année, alors ça reste des emplois intermittents, ce n'est pas des équivalents temps plein, ce sont des emplois, mais pour autant on voit que ça représente quand même une masse d'emplois importante, 11 500 sur l'ensemble de la période, et vous le voyez, l'année dernière, l'équivalent de 3 500 emplois, et on voit une progression au global, donc ce n'est pas négligeable du tout en termes d'emplois. Et puis en termes de retombées économiques, très clairement, si ce dispositif-là n'existait pas, ces tournages ne se feraient pas. Donc là, on est sur du gain à 100%, il n'y a pas d'ambiguïté. 15 millions d'euros d'investis en crédit d'impôt international l'année dernière, pour 110 millions de dépenses en France, pour 41 millions de recettes fiscales pour l'État, soit pour 1 euro de crédit d'impôt international attribué à des producteurs exécutifs, 7 euros de dépenses en France et 2,70 euros de recettes fiscales. Donc là aussi, il y a un gain pour l'État qui est de l'ordre de 26 millions d'euros. Le jeu vidéo, c'est une industrie, un secteur important dans les produits culturels et dans les œuvres culturelles, un marché de 2,5 milliards en croissance, avec un grand nombre de joueurs, 66% des Français sont joueurs, une stabilité de l'emploi, c'est-à-dire que ce sont des métiers hautement qualifiés et où on a beaucoup d'emplois en termes de CDI. La filière représente à peu près 5 000 emplois en France pour 10 000 emplois indirects. Alors, quel est l'impact du crédit d'impôt jeux vidéo? L'année dernière, en 2013, le crédit d'impôt jeux vidéo a représenté 2,9 millions d'euros pour des dépenses en France de 23 millions d'euros et pour des recettes fiscales pour l'État de 5,3 millions, soit un solde de 2,4 millions d'euros. Et donc pour 1 euro de crédit d'impôt jeux vidéo alloué, on a 8 euros de dépenses en France et 1,80 € de recettes pour l'État. Au global, si on résume tout sur cette planche, depuis la mise en œuvre des crédits d'impôt, on va voir combien a été accordé en cumulé, combien a été dépensé en France en cumulé, et combien ça a rapporté à l'État en recettes
directes, indirectes et induites fiscales. Vous avez les montants, alors je ne vais pas tous vous les citer. Au global, quand on additionne tout ça, ça fait, depuis la mise en œuvre des crédits d'impôt, donc depuis 2004 et tout crédit d'impôt confondu, près de 900 millions de crédits d'impôt alloués pour des dépenses en France de 11,4 milliards d'euros et pour des recettes fiscales directes et indirectes de plus de 3 milliards d'euros pour l'État. Soit, en résumé, 1 euro de crédit d'impôt accordé, 12,80 € de dépenses en France et 3,50 € de recettes fiscales pour l'État. Donc là, on voit l'effet de levier. C'est des sommes importantes en cumulé, hein, en effet, mais on voit aussi que ça génère beaucoup de dépenses en France. Alors, vous allez me dire, la question peut se poser de savoir si ces œuvres auraient existé ou auraient été faites en France si elles n'avaient pas bénéficié du crédit d'impôt. Là aussi, on voit que compte tenu des effets de relocalisation qu'on a observés suite à la mise en œuvre de ces crédits d'impôt, il est sûr qu'une part importante de ces dépenses, s'il n'y avait pas eu les crédits d'impôt, aurait été faite à l'étranger. Dans certains cas, pour le crédit d'impôt international, c'est 100%, hein, on ne les aurait pas eus. Ou on les aurait eu de manière vraiment très marginale. En revanche, pour d'autres crédits d'impôt, il y aurait eu sans doute des phénomènes de transfert partiel, mais là aussi, ça aurait eu un impact. Il y aurait toujours eu ces phénomènes de délocalisation, et c'est aussi pour ça qu'il convient d'ajuster régulièrement les dispositifs pour les adapter, d'une part à l'évolution des process de production, parce qu'on ne produit pas forcément aujourd'hui de la même façon qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 20 ans, et puis parce que aussi les autres systèmes européens évoluent eux-mêmes. Voilà, merci. Merci Benoît. Je vous avoue qu'on avait déjà tout à l'heure, en voyant le benchmark, le sentiment que ces mécanismes d'incitation servaient à quelque chose, parce que quand on voit des pays comme le Canada, très soucieux de leurs deniers publics, des pays très libéraux, comme nos amis anglais, et des pays qui adorent la filière industrielle et sa structuration, comme les Allemands l'utilisaient de manière massive, on se dit bien que ça sert à quelque chose, et on en a la preuve. Je voudrais demander à nos différents invités ce qu'ils pensent de cette étude, et peut-être en se projetant, puisqu'on l'a évoqué à plusieurs reprises, on voit bien qu'en la matière, c'est parfois aussi un peu du fine-tuning, hein, que les réglages doivent être, entre guillemets, bien précis. Quelles seraient les directions vers lesquelles il faudrait travailler pour améliorer nos outils d'attractivité? Pas eux seuls, mais parfois aussi en complémentarité avec les autres échelons. Grégory Fass. Je peux faire une petite critique? Non, c'est utile les chiffres, et évidemment on voit bien l'intérêt je trouve, ce qui me gêne un tout petit peu dans les chiffres tels qu'ils sont présentés, c'est que finalement on perçoit le crédit d'impôt essentiellement comme un outil, enfin c'est une critique positive, hein, quand même, mais un outil anti-délocalisation ou un outil relocalisation. C'est-à-dire en fait on est plutôt sur des critères ou une position, je dirais, un peu défensive. Voilà. Et je pense que s'il y a une critique qu'on peut se faire collectivement, c'est d'être sur des positions défensives, alors qui sont bien, mais on a certainement une manière de voir les choses plus positives, plus offensives en tout cas. Pour moi, par exemple, ce qui ne rentre pas dans les critères, je me suis fait un petit peu la liste, les enjeux, c'est évidemment comment, avec le crédit d'impôt notamment, on fait face à toutes les mutations technologiques qu'on subit, que les industries techniques en particulier subissent en ce moment. Le passage au numérique, la dématérialisation, l'abandon de la pellicule, tout ça, ça a des conséquences terribles sur les métiers, les emplois. Voilà, quel lien se fait entre crédit d'impôt, tous ces systèmes d'aide et le maintien de notre industrie. Faire face aux mutations du marché. Bon, il y a eu tout ce débat, Maraval et tout ça, mais c'est quand même ça la question, c'est comment on arrive à adapter maintenant notre système et comment le crédit d'impôt est un des éléments de système. Je trouve par exemple que aujourd'hui, notamment pour la production indépendante qui peut aller de plus en plus mal, hein, la production cinématographique, le crédit d'impôt doit être un outil davantage au service de la conquête des marchés, de la conquête des partenariats, notamment au niveau européen. Et je pense que là, il y a encore beaucoup de progrès à faire pour marier davantage, si vous voulez, ces outils, dont le crédit d'impôt, avec ces problématiques de mutation de marché. La montée en compétences, on l'a dit, hein, c'est important déjà se maintenir au niveau de compétences, mais monter en compétences au niveau des techniciens, des techniques, ça c'est absolument aussi un enjeu essentiel qu'on retrouve pas, bon, indirectement, mais pas forcément uniquement dans les chiffres. Voilà, donc, et puis un élément absolument déterminant, c'est comment on peut faire pour
là, je pense que je vais faire sourire tout le monde, mais réagir rapidement. Voilà, comment on peut... on a ce problème notamment de la Commission européenne, de la réglementation des notifications. Bon, je mets un petit peu les pieds dans le plat, mais depuis le début de l'année, par exemple, on a une règle qui porte de 20 à 30% le crédit d'impôt sur les films à moins de 4 millions. Et ben voilà, ça bloque parce qu'on est contraint par des procédures quand même extrêmement lourdes. Comment faire pour que ce soit plus efficace, quoi. Mais ça, je ne sais pas si on en est maître. Voilà, c'est à mon avis les éléments qu'il faut arriver aussi à intégrer dans l'ensemble du dispositif. À toi. Sur les évolutions aussi à venir, sur les... Oui. Alors là, je suis obligé de parler de situations un peu contrastées selon les types de crédits d'impôt, parce que les situations et les résultats, et donc les ajustements nécessaires, ne sont pas du tout les mêmes. Je vais commencer, si vous le voulez bien, par la partie crédit d'impôt à l'audiovisuel en ce qui concerne donc l'animation pour la télévision. Là-dessus, les résultats sont vraiment spectaculaires sur une dizaine d'années, puisque la croissance, en termes de croissance d'investissement, c'est plus de 65% entre 2003 et 2013. En termes de relocalisation, ce qui est assez remarquable, c'est que la relocalisation de l'animation française s'est fait globalement à coût quasiment constant, puisqu'en 10 ans, le coût horaire de la production d'animation française n'a évolué que de 6%, ce qui est très faible, alors même que la France relocalisait, tirant évidemment parti de l'extraordinaire productivité gagnée par les nouveaux logiciels, alors même que la dépense en France elle-même augmentait de 49%. Donc on est là dans un exemple assez remarquable de déficience du crédit d'impôt, et puisque, comme l'a dit tout à l'heure, la part des dépenses en France globalement dans l'animation a considérablement augmenté en télévision. Je voudrais préciser en termes de masse salariale, parce que c'est le chiffre le plus spectaculaire, le crédit d'impôt à l'audiovisuel a été créé en 2004-2005. Il faut savoir qu'entre 2004 et 2008, le secteur de l'animation a connu une croissance de l'emploi de plus 85%. Et ça, c'est là où c'est un petit point sur lequel je voudrais insister, qui est intéressant. L'efficacité d'un système n'est jamais aussi forte que quand elle est combinée à d'autres systèmes. Le crédit d'impôt, c'est une chose, mais ce qui a fait la force et la réussite de l'animation en télévision, c'est la combinaison des aides de la réforme du COSIP, du CNC et le crédit d'impôt. Les deux ensemble ont créé quelque chose de très puissant, de très massif, qui a totalement transformé notre métier et nous a permis de reconquérir des parts de marché spectaculaires sur le plan mondial. Et résultat, on est assez content de le dire, 2013, c'est l'année record en matière d'animation pour l'export, puisque on a exporté pour 73 millions d'euros de programmes audiovisuels d'animation, et c'est l'année la plus spectaculaire de notre métier. Alors, ça fonctionne très bien, mais on est arrivé à un palier en télévision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien depuis quelques années, on est sur un volume constant de fabrication, on est sur un volume d'emploi qui est relativement constant. On est arrivé sur l'ensemble de nos dépenses, on est à 75% de la dépense en France. Ça veut dire qu'il y a encore 25% aujourd'hui qui sont faites ailleurs. Et donc il y a encore quelque chose à conquérir là-dessus. C'est pas la partie la plus facile, celle-là, parce que c'est vraiment C'est les derniers mètres. Voilà, c'est les derniers mètres. C'est beaucoup de travail à faire, mais il y a quelque chose à conquérir là-dessus, et on a une occasion historique de le faire, pour faire gagner encore l'emploi, qui est liée d'une part à la hausse du dollar, couplée avec l'augmentation des coûts asiatiques, qui va rendre la sous-traitance plus compliquée, la productivité qui ne cesse de grandir grâce aux nouveaux logiciels, et ces écoles d'animation extraordinaires qui fait qu'on dispose chaque année d'environ 400 à 500 nouveaux étudiants dans l'animation. Donc là, il y a une occasion historique de s'emparer et de pousser le curseur de la relocalisation un peu plus loin. Paradoxalement, la solution n'est pas nécessairement en matière de télévision sur l'augmentation du taux, qui, nous, en ce qui nous concerne, nous paraît plutôt satisfaisant, les 20%, parce qu'il est couplé au COSIP. Mais le travail qu'on fait avec le CNC en ce moment pour réformer le COSIP dans ce sens-là et soutenir cette relocalisation. Et un autre élément, en revanche, qui a besoin d'être modifié, c'est
c'est le plafond aujourd'hui de l'aide de l'animation, qui est à 1 300 € par minute. Je suis désolé, c'est un peu technique, mais qui ne nous permet pas de passer ce dernier pas de relocalisation, puisque là, on atteint le plafond avant d'avoir réussi ça. Donc là, il y a une réflexion sur ce plafond à faire plutôt que sur le taux. Sur le crédit d'impôt international, je pense on ne peut pas se passer de citer l'exemple de MacGuff, qui est absolument... voilà, peut-être que Jacques, tu veux dire un mot sur le sujet. On en parlera tout à l'heure. Voilà, il faut savoir que voilà, c'est l'exemple même où le crédit d'impôt est le plus efficient, parce que là, on part de zéro, il y a zéro effet d'aubaine, puisqu'il n'y a rien qui existe avant, on crée littéralement de l'emploi à partir de rien. Enfin, il y avait quand même un savoir-faire au pain, mais la création d'emplois est venue de cette dynamique-là. Hein, c'est MacGuff à soi seul, c'est 450 emplois créés depuis 2008, et la promesse de 150 emplois supplémentaires d'ici à 2007. C'est très important ça, parce que comme on est dans le plus haut niveau de l'animation qui existe dans le monde, on a un transfert de technologie, d'emploi et d'investissement qui est très important en provenance des États-Unis. Et ça représente plus de 200 millions d'euros d'investissement en 5 ans et probablement encore 150, je crois, dans les 3 ans qui viennent. Voilà. Le risque que je disais tout à l'heure, c'est très fragile. C'est évidemment la concurrence fiscale dont je parlais tout à l'heure, les décisions en la matière, puisque c'est un studio dont les actionnaires sont américains. Donc évidemment, l'enjeu fiscal est très important. Et il y a un vrai risque ici. Et comme ici, il y a tout à gagner et rien à perdre, il faut absolument raisonner en termes d'effet marginal. Et aujourd'hui, pour être en concurrence, MacGuff pense, et nous tous avec, que le crédit d'impôt international a besoin de passer avec un taux plus performant qui serait à 30%. Enfin, dernier point, les crédits d'impôt au cinéma. Là, je vais avoir un avis évidemment beaucoup plus négatif en la matière. Il ne faut pas se cacher que qu'en matière d'animation, le crédit d'impôt du cinéma ne marche pas, ne fonctionne pas. Il ne produit que très très peu de résultats. Le cinéma d'animation français s'est longtemps construit sur une qualité de film d'auteur, assez peu sur la grande comédie familiale. D'une part, le film d'auteur lui-même aujourd'hui est de plus en plus compliqué, on a de plus en plus de mal à trouver les financements pour le faire, mais comme on le sait tous, la réussite d'un cinéma, il marche sur 2 piliers, sur un pilier de pure créativité de film d'auteur, mais il marche aussi sur un pilier qui est le film populaire, qui attire des millions d'entrées. On est dans un pays où on a les meilleurs artistes et techniciens d'animation, dans un pays où un film américain vient se faire en France chez MacGuff, Moi moche et méchant, qui est le plus gros box-office mondial. Donc on a tout le savoir-faire, et on est incapable aujourd'hui de produire des films d'animation qui vont chercher plus de 15% de part de marché en France sur l'ensemble du cinéma d'animation, alors que sur le film en prise de vue réelle, on est à 40-45%. Il y a quelque chose de profondément anormal là-dedans. Pire encore, 2015-2016, ce sont 2 années qui vont être critiques pour le cinéma d'animation français, puisqu'il y a sur ces 2 années une douzaine de films importants d'animation français qui vont sortir. Ces 12 films représentent 200 millions d'euros d'investissement. Jamais la France n'a investi autant d'argent dans le cinéma d'animation. On va regarder 2 choses. La première, évidemment, la performance de ces films en France et à l'international, mais on est obligé aussi de constater que 40% de cet investissement s'est délocalisé, c'est fait qui en Belgique, qui au Canada principalement. Et là, c'est là où on doit reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Quand Moi moche et méchant, film de création américaine, vient se fabriquer en France, et que le Petit Prince, film français, va se fabriquer pour une grande partie au Canada. Les producteurs ne sont pas responsables. Les producteurs, ils essayent de faire en sorte que le film se fasse. Mais donc, il y a une réflexion à mener autour du cinéma français d'animation qui, aujourd'hui, ne dispose pas des outils pour conquérir, en termes de savoir-faire, et quelque chose de structurant. Voilà. Et donc les risques là-dessus, évidemment, c'est la structuration de l'industrie, c'est le problème des débouchés des étudiants dont je parlais tout à l'heure, et c'est des pertes d'opportunités très importantes à l'export. Les parlementaires ont accepté l'année dernière d'accorder aux petits films, entre guillemets, français, c'est-à-dire ceux de moins de 4 millions d'euros, un taux de 30%. Cela n'aide en rien l'animation.
On ne sait pas faire des films d'animation à moins de 4 millions d'euros. Le film d'animation est un film cher. Même un film d'auteur en animation, ça coûte 6, 7, 8, 10 millions d'euros. Donc ce dispositif de 30% est totalement inefficient en matière d'animation et il est indispensable qu'en matière d'animation, le taux soit relevé à 30%. Merci. Raphaël, quel est ton point de vue sur ces résultats économiques et surtout les directions vers lesquelles il faudrait aller pour améliorer à la marge nos dispositifs? Je peux qu'appuyer les propos qui ont déjà été dits. Pour le crédit d'impôt international, puisque c'est celui-là dont je bénéficie, au niveau de ma société ou des différentes structures que je peux gérer, avant 2009 et maintenant, le chiffre d'affaires des différentes structures a décuplé, donc c'est pas pareil que MacGuff, mais peut-être. L'impact est identique sur tous les emplois créés, intermittents, mais au final, ça en fait beaucoup. Et pour aller encore plus loin et pour continuer dans cette voie, il est vrai qu'une augmentation à 30% du crédit d'impôt serait le plus que la bienvenue. Encore une fois, j'insiste, ce n'est pas l'augmentation du plafond, puisque même MacGuff, je lui souhaite de l'atteindre, mais je ne pense pas qu'il puisse le faire. C'est vraiment 30% et l'éligibilité de plus de dépenses, notamment ce qu'on appelle donc le above the line, encore une fois, et voilà. Après, le plancher, ça c'est pour d'autres productions. Alors, bien évidemment, j'ai la chance de faire des films qui ont la chance de dépenser plus d'1 million d'euros. Mais c'est vrai que certaines productions, indiennes notamment ou autres, verraient bien le plancher plus bas, avec d'autres critères. Donc, je suis mal placé pour en parler, mais en effet, ça fait aussi partie des évolutions qu'il faudrait envisager. On va terminer par Thomas Paris, avant de passer la parole à la salle. On a parlé de beaucoup de choses là, lors des dernières interventions, la dimension structurante qui a été évoquée, comment effectivement ces éléments d'attractivité ont permis aussi en partie de réduire les conséquences d'une transition numérique pour les industries techniques. On a évoqué toute la dimension formation, personnel. On vient d'évoquer le fait qu'une évolution marginale d'un des éléments, le plafond, pouvait jouer un rôle déterminant. On le voit, nous, parfois, lorsqu'on parle non pas de tournage, mais de nombre de jours de tournage. On préfère parler de ça. Donc, quel est votre sentiment sur tous ces éléments et sur l'attractivité de demain, de manière peut-être plus volontariste et positive qu'un peu défensive qu'on peut avoir parfois? Alors effectivement, moi je vais avoir un propos d'une part qui sera un peu moins technique, un peu plus conceptuel que mes compères dont c'est le quotidien, ils mènent dedans, pas moi. Donc je vais reprendre ma casquette de chercheur avec des orientations plutôt conceptuelles qui n'engagent pas grand-chose et qui n'engagent que moi. Et effectivement, moi le point qui me semble le plus intéressant, c'est ce que disait Grégory tout à l'heure, c'est de dire... c'est important d'aller dans une logique un peu plus offensive, c'est-à-dire d'enclencher cette dynamique vertueuse, cet effet d'entraînement. Le risque, sinon, c'est quoi? C'est de se retrouver en permanence dans cette logique de conflit entre territoires voisins sur qui mettra le taux le plus haut pour attirer les tournages. Et donc, il y a peut-être un enjeu, je ne sais pas si c'est jouable ou pas, à essayer d'ancrer un peu plus à la fois les tournages des entreprises sur le territoire, en essayant de penser cette dimension effet d'entraînement. Alors comment on pense ça? D'un côté, il y a les producteurs qui regardent la qualité de l'outil, du savoir-faire, etc. Alors quand je parle d'outils, c'est vraiment l'outil au sens le plus noble, c'est-à-dire l'ensemble des ressources à disposition pour faire un film. Et donc cette qualité-là, la qualité, l'efficacité, la créativité me semblent des enjeux très très forts aujourd'hui sur lesquels peut-être qu'on peut essayer d'améliorer l'efficacité du crédit d'impôt. Et alors un autre élément qui est peut-être une clé, là j'avance une piste, c'est la question de cette notion de talent. C'est-à-dire que autant les gens qui sont dans la production vont regarder d'abord les compétences et savoir-faire et aussi au final combien ça va nous coûter si on va là par rapport à là. C'est quand même étonnant qu'on fasse un road movie qui se passe dans le sud de la France et qu'on aille le tourner en Croatie. Mais ensuite, il y a les talents eux-mêmes. Et les talents sont un peu plus sur des critères beaucoup plus de l'ordre de la sensation. C'est-à-dire que le phénomène, c'est là-bas que ça se passe, joue pas mal sur un certain nombre d'individus. Et toute l'exode du jeu vidéo, à un moment donné, à Montréal, c'était initié par le crédit d'impôt, mais c'était aussi entretenu, voire amplifié, par cette espèce
sentiment pour l'ensemble des acteurs du jeu vidéo, ceux qui font les jeux au quotidien, que finalement c'est là-bas que ça se passe. Enfin, ce côté-là, à mon avis, est assez central, et c'est peut-être une des clés pour essayer d'ancrer un peu plus à la fois les entreprises et les tournages sur les territoires. Mais il me semble effectivement que l'enjeu, c'est de rentrer dans une dynamique encore plus positive, encore plus offensive et beaucoup plus structurante. Merci. Je vais me retourner vers la salle. Je vais peut-être juste commencer par donner la parole à Jacques Bled, qui est juste là, puisqu'on a beaucoup parlé de lui. Et effectivement, avec ce grand paradoxe qui est, on dit souvent que l'activité cinématographique est labor intensive, mais là, dans votre secteur, on a à la fois une très très forte densité technologique, énormément de main-d'œuvre, et en plus de la main-d'œuvre qualifiée. Quelle est la clé ? La clé, je pense que l'ensemble des interlocuteurs ont évoqué l'importance des crédits d'impôt et je ne peux que me joindre à ça, évidemment. La clé, Marc Dupontavis en a parlé assez simplement et très clairement. On a une excellence de savoir-faire technique, mais qui n'est pas uniquement dans l'animation. On a cette même excellence de savoir-faire technique dans le VFX, on l'avait dans le jeu. On l'a perdu, effectivement, pour des raisons politiques qui n'ont pas collé à un certain moment. Malgré tout, historiquement, on a toujours eu un accompagnement très fort, et je cite très régulièrement l'histoire de MacGuff, qui est née en 1985, des suites du plan image, que Frédéric Brodin a bien connu, puisqu'il participait, et que Jacques Lang avait mis en place. Et c'est vrai que cette initiative, qui était une volonté purement politique sur un scénario qui n'existait pas, puisque cette structure n'existait pas, a permis à un ensemble de structures de se mettre en place, d'écoles aussi. Le réseau est extrêmement important, dont a créé un microsystème extrêmement positif. Après, il y a eu des accidents de parcours, il y a eu des évolutions. J'ai l'impression qu'en termes de dynamique pure et de caractéristiques du modèle numérique en France, on est assez proche de ce que Thomas Paris évoquait par rapport à Montréal. C'est-à-dire qu'on a énormément de petites entreprises, énormément de volontés qui se mettent en place, qui se synchronisent bizarrement depuis quelques mois. Moi, c'est un sentiment que j'ai depuis 1 an ou 2, et qui se cristallise encore plus par les plateformes, enfin tout un tas de choses assez nouvelles qui mériteraient d'être accompagnées comme on l'avait été à l'époque au milieu des années 80. Pour revenir à l'histoire d'Illumination MacGuff, puisque c'est plus MacGuff, c'est Illumination MacGuff, c'est vrai que c'était cette accumulation de savoir-faire qui a été extrêmement importante et qui a convaincu un studio américain et un producteur qui, en l'occurrence Chris Meledandri, venait de la Fox, avait produit L'Âge de glace et a fait le tour du monde pour chercher un studio pour fabriquer ses productions à venir, qui étaient forcément de dimension internationale, et qui nous a choisi nous. Donc il y a eu une espèce de révolution copernicienne au sein du studio, puisqu'on est passé de 80-100 personnes à 600 maintenant, et de façon assez souple et assez douce, parce que le succès aidant, on a eu aussi les moyens. Donc c'est très clair que Chris Meledandri a l'habitude de dire qu'ils sont venus à cause du savoir-faire et de l'excellence de l'animation, et qu'ils restent à cause du crédit d'impôt. Mais si ce crédit d'impôt doit rester à 20%, il est clair qu'il y a un danger, il y a clairement un danger, puisque là, le cahier des charges et le carnet de commandes d'Illumination MacGuff est assez chargé. On a 3 films à fabriquer jusqu'à 2017, mais après 2017, on n'est pas du tout sûr que l'aventure continue. Et il est assez clair que si, d'ici quelques mois, si on n'a pas un système qui nous permette d'être simplement au niveau de l'Australie qu'on a mentionné, de l'Angleterre, de la Belgique et du Canada, bien évidemment, et aussi, il faut parler des pays qui produisent à bas coût, naturellement, qui n'ont pas besoin de crédit d'impôt. On sait que DreamWorks s'est installé en Inde, en Chine, qu'il y a des volontés d'énormément de studios de se délocaliser, puisque avec la dématérialisation et puis aussi la montée en puissance du savoir-faire de ces territoires-là, on est dans une compétition élargie et mondiale. Et il est clair maintenant que le crédit d'impôt, c'est un mode de financement du cinéma et de l'audiovisuel. Et à ce titre-là, on doit être assez vigilant de manière à ce qu'on puisse conserver nos atouts, conserver notre savoir-faire. Marc l'a souligné, l'excellence de l'animation, mais des industries techniques au sens large. Et moi, je milite pour l'extension du crédit d'impôt international, bien évidemment, mais aussi pour l'ensemble des crédits d'impôt, puisque ça bénéficiera à une collectivité de création qui aura un substrat technique beaucoup plus fort et encore meilleur. Et ça, on l'a vu à travers les chiffres que Benoît nous a montrés. À la fois, c'est une mesure qui rapporte de l'argent, qui est bénéfique et qui structure un marché qui doit l'être. Donc, effectivement, si on veut maintenir cette excellence, il faut absolument
veiller à ce que ça soit de plus en plus performant, et le passage à 30% me semble une clé indispensable. Juste pour l'anecdote, je suis allé à Montréal il y a quelques temps, et j'ai constaté qu'en 3 ans, les entreprises françaises installées là-bas ont créé 1000 emplois. 1000 emplois qui travaillent sur des films français et avec beaucoup de talents français. Donc ça, je vous laisse le méditer parce que c'est extrêmement important. Alors, il est vrai que le Canada et le Québec sont en train aussi de réfléchir à l'adaptation des crédits d'impôt, mais je pense qu'on est dans un système extrêmement vertueux qu'il convient à tout prix de maintenir. Et en plus, on vit dans un pays très attractif et dans une ville de Paris qui est magnifique. Merci beaucoup. Je pense qu'on retrouve des dimensions qui ont été beaucoup évoquées précédemment, à savoir qu'il faut peut-être dépasser la distinction offensive-défensive, mais plutôt parler de stratégie industrielle et comment, dans un environnement concurrentiel, conforter cette stratégie-là avec les conséquences qu'elle a sur l'ensemble des industries connexes et sur l'emploi. Je pense qu'en sortant du débat défensif-offensif, on s'évite, entre guillemets, un débat qui est, à mon avis, piégeux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Intervention à la salle. Monsieur le Président, il y a beaucoup de présidents au premier rang, c'est une sorte de collection de présidents. Est-ce que vous pouvez vous présenter et peut-être vous lever de manière à ce que les téléspectateurs de Public Sénat puissent vous voir? Nicolas Traube, je suis le président de Film France, dont une des vocations est justement de rendre la France la plus attractive possible. Alors, je voudrais juste revenir 1 minute sur un des aspects dont on n'a pas parlé, qui sont les paysages. Il faut savoir que la France sera toujours un pays qui, quels que soient les efforts que l'on fera du côté des crédits d'impôt, est aussi attirante en raison des paysages, en raison évidemment des savoir-faire, mais ça on l'a dit. Et je voudrais souligner aujourd'hui l'importance qu'il y a auprès des politiques d'attirer leur attention sur le fait que les commissions des films jouent un rôle essentiel dans le drainage qu'il peut y avoir des films et de toute la production audiovisuelle en France, et que ces commissions sont aujourd'hui très fragilisées par la crise, et qu'il faut vraiment continuer à les soutenir parce que c'est un élément qui n'est pas aussi visible que celui dont on a longuement parlé, qui est le crédit d'impôt, mais qui est quand même très très important. Je voudrais aussi que l'on puisse réfléchir à la politique qui existe en France dans les fonds d'aide, parce qu'on a parlé tout à l'heure du fait qu'il y avait des pays comme l'Allemagne qui sont extrêmement attirants pour les productions parce que les fonds d'aide des Länder travaillent avec d'autres critères que ceux qui sont en France, et que la France est très très souvent écartelée dans cette partie de son activité entre la défense à Bruxelles de l'exception culturelle et la défense également de ses activités économiques. Et que je pense que c'est une des raisons, comme le disait Grégory, du fait que la France est parfois un peu en porte-à-faux pour pouvoir défendre le plus efficacement certaines positions, alors que les Anglais s'en fichent complètement et acceptent gaillardement que les impôts des Anglais puissent payer des rémunérations des comédiens américains au cachet somptueux. Et nous sommes un petit peu gênés aux entournures parfois parce que nous sommes dans cette contradiction. Enfin, je voulais féliciter Benoît pour sa présentation sur les effets que peut avoir un centime investi pour le bien de l'État. Et je me suis dit que comme la redevance audiovisuelle est toujours extrêmement critiquée en disant par les politiques que c'est quelque chose de très cher, qui ne rapporte rien, je me dis que les 30 ou 40% de la redevance qui sont investis en production doivent en fait rapporter beaucoup à l'État, et que les politiques pourraient peut-être à ce moment-là utiliser ce genre d'argument malicieux pour justifier que la redevance française soit à la hauteur de celle de ses concurrents, parce que ça amènerait également toute une activité qui serait beaucoup plus importante, et ça répondrait à la question de Grégoire qui est que l'activité stagne aujourd'hui. Une autre intervention, je passerai tout à l'heure la parole à un autre président qui trépigne au premier rang, mais est-ce qu'on peut... Voilà, est-ce qu'il y a d'autres... Attendez, je vais voir s'il y a d'autres. Est-ce qu'on ne va pas faire tous les présidents d'un coup? Attendez, je regarde s'il y a d'autres...
Allez-y. J'ai une question qui est un petit peu naïve du coup. Vous parliez beaucoup de Montréal et de la mutualisation des différents secteurs, notamment jeux vidéo, télévision, effets visuels et cinéma. Et je me demandais si en France, comme on le voit, on fait encore la distinction entre le crédit d'impôt cinéma d'un côté, le crédit d'impôt télévision de l'autre. Je me demandais si on était prêt à peut-être adopter cette position, si on était prêt à avoir plus de perméabilité entre les secteurs. Qu'est-ce qui veut répondre à la question? Benoît. C'est une question complexe parce qu'en réalité, quand on regarde comment fonctionne par exemple l'économie du cinéma en France, et on a un cinéma en France qui est bien plus développé que le cinéma québécois ou que le cinéma canadien, je dirais, les mécanismes fiscaux et de soutien à l'industrie du cinéma répondent à l'organisation du secteur et fonctionnent sur des modalités assez différentes de l'audiovisuel, par exemple. Parce que qu'est-ce qui va permettre qu'une œuvre audiovisuelle se crée? C'est à la base une commande d'une chaîne. Sans chaîne, il n'y a pas de production audiovisuelle. Dans l'univers du cinéma, un producteur, il peut faire un film sans chaîne de télévision. Donc déjà, on a des univers qui fonctionnent de manière très différente en termes économiques. Et ce qui fait que imaginer des dispositifs communs aux deux secteurs, c'est quand même très compliqué. Ça pose ça pose des questions qui sont un peu insolubles compte tenu de l'organisation même des marchés. Et au Canada, le marché du cinéma, il n'existe pas. Enfin, si vous regardez la part de marché du film québécois au Québec, c'est dramatique. Heureusement qu'il y a la France pour les films québécois. Hein. Momi fera plus d'entrées en France qu'il ne fera au Canada. Donc on a des structures de marché qui sont quand même très différentes. Donc c'est la raison pour laquelle c'est quand même compliqué parfois de transposer des exemples. Hein. Mais c'est vrai que dans nombre de pays, et c'est ce que démontre l'étude faite par Amat Conseil qui compare les systèmes, dans nombre de pays, en réalité, c'est des systèmes de crédit d'impôt qui sont assez ouverts à la fois au cinéma et à l'audiovisuel, et qui ont clairement pour objectif à la base, non pas forcément de développer l'industrie nationale, mais d'attirer des tournages. À la base, c'est souvent ça. Alors que nous, on a quand même une logique un petit peu différente. C'est bien entendu tant mieux si on arrive à faire venir des tournages étrangers en France, mais c'est aussi de développer le tissu d'entreprise, les savoir-faire et la création française et européenne. Donc on est dans des schémas aussi avec des objectifs qui à la base sont un petit peu différents. Il y a des objectifs culturels, même dans le dispositif de crédit d'impôt, et je vais d'ailleurs indiquer, parce que c'est un levier aussi pour des petits films français qui, grâce à cela, seront mieux financés. Merci Benoît. Je crois que Christophe Tardieu, quelque part, veut intervenir. Voilà. J'ai pas grand-chose à ajouter à ce que disait Benoît. Ce qui est clair, c'est qu'avant de réfléchir à une mutualisation des dispositifs, il faut d'abord bien regarder l'écosystème qui est quand même extrêmement différent dans notre pays entre la fiction audiovisuelle d'un côté, le cinéma et le jeu vidéo. Ce sont trois finalement mécanismes qui n'ont pas toujours beaucoup communiqué ensemble, et vis-à-vis de la représentation nationale qui est quand même celle qui va accorder les crédits d'impôt, il vaut mieux qu'on reste dans une forme de spécialisation des dispositifs. Merci. On retrouve là effectivement ce qu'on avait évoqué avant, c'est-à-dire la transposition de la sophistication de notre système avec le système de soutien. Monsieur le Président Ségonzac, vous vouliez intervenir. Donc, Thierry de Segonzac, qu'on ne présente plus, mais qui est le président de la Fédération des industries techniques. Est-ce que vous pouvez vous lever pour que les téléspectateurs vous voient? Voilà, parfait. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de présidents en premier rang. Enfin, je pense qu'on a été content de les trouver depuis 2002 pour aller mener le fer et le combat pour convaincre les parlementaires et également les différents cabinets ministériels de la mise en place de ces crédits d'impôt en 2003, puis en 2004, en 2005, en 2009, 2012, 2013. Enfin, on peut compter les années et les présidents qu'il a fallu. 10 ans. 10 ans, c'est un bel anniversaire. Et j'ai envie de dire, c'est aussi 10 ans donc, de combat, et surtout 10 ans où l'on a trouvé, où on a rencontré
Ceux vraiment que je voudrais remercier aujourd'hui, qui sont d'abord les parlementaires qui ont bien voulu adopter ces différents textes, et puis bien évidemment tous ceux qui nous ont permis techniquement de les préparer, d'interpréter nos besoins, de les comprendre, bien sûr avec le CNC et puis les cabinets ministériels, les différents cabinets ministériels. Et comme je le disais à l'instant, je crois que nous avons vraiment pris notre bâton de pèlerin en 2001-2002 et pour aboutir en loi de finances en 2003 pour obtenir le crédit impôt cinéma, etc. Donc un grand merci à ceux qui nous ont entendus parce que, en regardant ces 10 années qui viennent de s'écouler, j'ai envie de dire que serait-on devenu si les crédits d'impôt n'avaient pas existé? Alors bien sûr, tous les professionnels, dont les industries techniques font partie, ont toujours l'œil un peu critique. Il n'y a qu'un faucon, il faut toujours améliorer les choses, et tant mieux, car c'est grâce à ça que le cinéma existe, et c'est grâce à ça que le CNC et tous ces mécanismes ont permis au cinéma français d'exister aujourd'hui. Alors, je dirais que sur tous les efforts qui sont à faire, j'ai envie de dire une seule chose, une seule phrase qui résumera ce qui a été dit par les différents intervenants, parce que c'est vraiment le bas qui blesse. Ce sont ces 10%, 10 petits pourcents qui manquent. D'une part pour les films de plus de 4 millions, et puis bien évidemment pour les films de production internationale, ces 10 petits pourcents qui permettraient de passer ce crédit d'impôt de 20% à 30%, c'est-à-dire tout simplement à faire ce que le CNC a trouvé bon, a trouvé pertinent de faire pour les films de moins de 4 millions. Donc, en fin de compte, je ne suis pas en train de réinventer la roue et aucun d'entre vous ne le fait ici. Nous cherchons simplement à trouver un alignement en termes de compétition internationale sur ce qui existe autour de nous. 10%. Et j'ai envie de dire que nous sommes tous très conscients de l'état de la finance publique aujourd'hui. Et on ne s'amuse pas à dire, bon allez, passons de 20 à 30 toutes les dépenses éligibles. Eh bien, je pense qu'ici, les professionnels qui m'entourent seront d'accord pour dire, eh bien, si ce passage à 30% ne concernait que les salaires, que la masse salariale, s'il ne concernait qu'un combat pour l'emploi, pour créer ce que nous pourrions créer avec ces 10% de plus sur les dépenses d'emploi éligibles, c'est-à-dire près d'1 million de journées de travail pour les 3 prochaines années. 10%, mesdames et messieurs le gouvernement, mesdames et messieurs les parlementaires, aidez-nous, il y a 1 million de journées de travail à créer pour les 3 prochaines années. Je terminerai, Michel, sur un petit clin d'œil. Depuis 10 ans, nous traînons un boulet au pied, car nous avons eu la très mauvaise idée d'appeler notre crédit d'impôt cinéma et audiovisuel crédit d'impôt. Et résultat, nous sommes à chaque fois associés à tant et telle niche fiscale qui ne joue pas le jeu de la croissance et de l'emploi, à la différence de cette mesure d'attractivité du territoire en faveur du cinéma et de l'audiovisuel en France, et cette attractivité pour soutenir notre patrimoine, pour notre emploi. Et je voudrais vraiment vous demander à tous, faisons une séance de brainstorming, mais trouvons un autre nom, booster fiscal, que sais-je. Trouvons autre chose que crédit d'impôt, car vraiment, l'attractivité, et Benoît Nadar nous l'a très bien dit, la productivité de toute cette filière en termes de richesse économique mérite autre chose que d'être traité de niche fiscale. Ok, on a bien noté le nouveau concept d'efficacité marginale fléché travail. Allez-y, présentez-vous. Oui, bonsoir, Philippe Lauranchet, journaliste pour le magazine Écran Total. Je ne sais pas Thierry, j'ai juste une petite idée comme ça à proposer. Potion magique fiscale, est-ce que ça peut... Peut-être une idée. C'est français. Non, plus sérieusement, les crédits d'impôt, on l'a bien vu dans les différents pays, dépendent de la représentativité nationale. On a vu qu'en Belgique, par exemple, il y avait quelques remous quand même l'année dernière, du fait de la concentration de certains acteurs. Donc les taxes shelter belges avaient été un peu remis en cause. J'ai cru comprendre qu'au Canada, c'était pas simple non plus. Donc est-ce que vous pourriez nous donner quelques informations sur, je dirais, peut-être les instabilités des mécanismes à l'étranger liés peut-être à des mouvements politiques dans les différents pays? Je ne sais pas, Raphaël, est-ce que tu as une visibilité de l'instabilité des dispositifs aujourd'hui
Aucune. J'ai l'impression qu'ils sont assez stables en ce qui me concerne. Les Anglais sont toujours aussi efficaces et les Allemands également. Avec, en Allemagne, on l'a mentionné d'ailleurs, une combinaison qui ne touche pas le crédit d'impôt international, mais du fonds national et aussi des régions qui peuvent se cumuler, alors que ce n'est pas le cas pour nous. Et ce serait peut-être un des points sur lesquels on pourrait progresser également. Après, vous avez peut-être d'autres informations. Oui, en effet, je dirais, il y a eu des évolutions récentes et dans la très bonne étude qu'on va mettre sur notre site, vous les trouverez, non, au-delà de la plaisanterie, il y a notamment le tax shelter belge et le tax shelter anglais ont évolué. Pourquoi ? Parce que il y avait tout un niveau d'intermédiation qui coûtait très cher en réalité. Il y avait des sociétés d'avocats, des sociétés, des intermédiaires qui captaient une partie des fonds qui étaient investis par des particuliers ou par des entreprises, défiscalisés, et qui venaient alimenter ces systèmes de tax shelter. Donc l'État belge ou l'État anglais, voyant cela, ont corrigé les systèmes. Donc il y a eu parce que l'État luxembourgeois aussi a modifié en profondeur son système de tax shelter pour passer d'ailleurs à un système d'aide sélective, de manière à ne plus, parce qu'il y avait un marché des bons, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y avait un marché des bons luxembourgeois de défiscalisation, ça n'existe plus. Maintenant, c'est un système d'aide sélective, mais qui fonctionne un peu comme qui a les mêmes effets que le tax shelter précédemment. Donc oui, il y a eu des évolutions, et les évolutions qu'on a pu observer à l'étranger notamment, ont visé à rendre plus efficace et moins coûteux, en réduisant le nombre d'intermédiaires, en simplifiant les dispositifs. En France, on n'a pas ce problème-là. C'est très simple, les règles du jeu sont claires et c'est géré par quelqu'un, enfin voilà, c'est géré en toute transparence, les règles du jeu sont claires. Il n'y a pas ces systèmes d'intermédiaires entre l'État et le producteur. Le CNC intervient en agréant les dossiers, mais on le fait gratuitement. On ne demande pas aux producteurs de l'argent pour ça. Donc voilà, c'est un exemple. Mais oui, il y a eu des évolutions qu'on a pu observer à l'étranger. Oui, il faut le dire un peu directement. C'était un problème de contrôle. Il y a eu des abus. C'est un système qui était quasiment privatisé, notamment en Belgique. Voilà, c'est tout. Et c'est pas du tout. C'est l'occasion de le dire. C'est pas du tout le cas en France. C'est un système extrêmement contrôlé en France et contrôlé par l'administration publique. Voilà, c'est tout. Donc là, au contraire, c'est bien. Merci, parce que c'est le parfait exemple de la démonstration qui a été bien maîtrisée, bien contrôlée, parfois peut-être même un peu trop sévèrement, peut-être par l'administration publique. J'ajoute juste, au contraire, que ce qui est intéressant, parce que l'ensemble de la profession s'accordera avec moi à dire que le crédit d'impôt a joué un rôle très important dans la progression de la transparence de la filière, en générant justement beaucoup plus de contrôle qu'il en existait auparavant. Et les outils statistiques de Benoît n'ont jamais été aussi bons. Merci à tous. On peut dire que ça n'a pas toujours été spontané. Est-ce qu'une intervention au fond ? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Ça marche ? Oui. Luc de Châtelet, Lucie Finance. J'avais demandé la parole pour parler de la transparence, parce que je pense que c'est un sujet brûlant, chaud depuis des années, et que, en effet, le crédit d'impôt a apporté énormément en matière de transparence, et je peux vous en parler en tant qu'ayant droit au titre des SOFICA que je gère. Mais surtout, je voulais revenir à une chose, c'est l'origine du crédit d'impôt. L'année de sa création, je ne sais plus d'ailleurs quelle était l'année exactement, 2002 ou 2003 2003. Ce crédit d'impôt était une aide apportée aux sociétés de production. Ce n'était pas, comme l'a dit le premier intervenant tout à l'heure, un élément de financement d'un film. Et aujourd'hui, le crédit d'impôt est une des lignes de financement d'un film. Et on voit que ça a créé un certain nombre de dérapages, et notamment au niveau des talents, de différents ayants droit qui profitent notamment du fait que le crédit d'impôt soit un financement du film pour abaisser le coût réel du film et commencer à toucher leur intéressement beaucoup plus tôt. Donc ça revient à minorer en fait le crédit d'impôt. Voilà ce que je voulais dire. D'autres interventions ? Allez-y. Vous présentez, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Alexandre Charlet, producteur basé à Annecy, à Paris. Moi, je voulais intervenir sur
sur l'étude et puis par rapport au crédit d'impôt international, parce que je pense que ça a aussi des retombées économiques indirectes liées au tourisme. Et notamment, je pense que ça pourrait être intéressant de cumuler ça dans les chiffres. Je prends un exemple tout bête. Nous, on a tourné pour TV Globo il n'y a pas très longtemps du côté de Chambord. Et en allant tourner en Suisse et du côté d'Annecy et Évian cette année, j'ai appris que Chambord avait reçu plus de 30% de Brésiliens l'année suivante la diffusion de la novella. Donc ça a des vraies répercussions aussi touristiques, et je pense que c'est vraiment important à prendre en compte. Et je voulais aussi revenir justement sur le seuil, le plancher, parce que pour le coup, moi je ne fais pas des grosses productions internationales, j'en fais des plus petites, et je n'ai jamais réussi à atteindre le million. Voilà. Valérie Lépine-Crénic, la commission du film France, et je pense que je vais réussir à respecter le timing qui m'a été imposé de manière assez forte par le CNC. Merci pour cette intervention, parce que précisément, cette dimension touristique est importante dans le travail que nous faisons les uns et les autres. Je remercie Raphaël Benoyel d'avoir dit que le crédit d'impôt international avait remis la France sur la carte des producteurs internationaux. C'est vrai. Il faudrait que nous le demeurions grâce, en premier lieu, à une revalorisation, un ajustement du taux d'attractivité. 20%, on l'a vu, c'est inférieur à ce que pratiquent nos concurrents directs. Mais une fois qu'on a augmenté le plafond, il faudra baisser le plancher aussi et faire en sorte que le million de dépenses nécessaires pour pouvoir être éligible au crédit d'impôt international, eh bien ce plancher soit baissé de manière à attirer les producteurs des cinématographies émergentes. Et là, je pense à la Chine, je pense à l'Inde, je pense à des pays encore un petit peu plus exotiques comme l'Indonésie. Donc, deux mesures qui nous semblent à Film France absolument essentielles. Oui, augmenter le plafond et baisser le plancher. C'est très architectural comme intervention. Ça fait une grande maison. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Je voudrais juste faire une petite remarque sur ce qu'a dit Hugues de Châtelet tout à l'heure. Je pense qu'il faut faire attention à ce genre de débat, de distinction entre le financement de l'entreprise, entre guillemets, et le financement de l'œuvre. On sait très bien que les mécanismes fondamentaux de construction du CNC reposent sur l'œuvre en la matière. Je voulais juste dire un mot pour conclure et tenir le timing. Peut-être que la prochaine fois qu'il y aura ce débat, on pourra faire paysage, savoir-faire, crédit d'impôt, entrepreneur. On a entendu aujourd'hui dans cette salle des paroles d'entrepreneurs, des logiques de stratégie, et puis on pourra dire aussi créateur, et bien évidemment les Alpes pour Grégory Foss. Voilà, je vous remercie beaucoup.